Bonsoir, nous sommes le 14 novembre, il est 19h à Paris, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré sortir sans téléphone, ça y est, je vous en parlais, je l'ai fait. Et la chose qui m'a le plus manqué, c'est de pouvoir capter chaque instant, enregistrer sur mes notes ou dictaphone chaque pensée, filmer les mondes qui se lèvent et s'endorment. Je me demande à présent ce qui pousse à accumuler tant de souvenirs qu'on ne saura pas revoir puisqu'il faut bien vivre, comme un Diogène de la mémoire. Cette semaine, j'ai détesté avoir ce questionnement pourtant nécessaire sur les réseaux sociaux maintenant qu'Elon Musk, propriétaire de Twitter, devient ministre de Donald Trump. Faut-il rester dessus quand ils sont détenus par la Ligue de l'humanité ? Cela pose le problème de la dépendance, mais encore et surtout d'à qui on veut parler. Faut-il aller débattre sur des chaînes télévisées dont on réprouve les idées ? Faut-il lire des auteurs avec qui on n'est pas d'accord ? Faut-il utiliser des réseaux sociaux détenus par des gens que l'on trouve dangereux, renforçant ainsi leur puissance ? Le débat vaut pour tout le monde. En matière de boycott, tout se réfléchit et tout compte. Cette semaine, j'ai écouté en boucle la Star Academy, car c'est comme une nouvelle école pour l'hiver, sucre de joie dont j'ai déjà fait l'éloge, mais je le redis, ce peut être une preuve, à la différence près que cette année Brigitte Macron est venue en visite, que la télé peut être populaire sans être populiste. Cette semaine, enfin, j'ai découvert en allant en Normandie pour la première fois ce week-end que, décidément, la moitié nord de la France était bien différente de tout ce que je connais, en ne trouvant aucun restaurant qui puisse servir passé 21h. Vous me direz, j'ai toujours vu mes colocataires belges s'affairer en cuisine dès 18h30, et pour eux, cette affaire de dernier service à 20h30 dans la moitié nord de la France serait déjà ce qui serait pour nous, moitié sud de la France, manger à l'espagnol. Mais quand même, je trouve que l'on parle bien souvent des différences culinaires, bien peu des différences horaires. Peut-être un futur sujet ? Ce soir pourtant, nous allons aborder un sujet beaucoup plus lourd, pour lequel je me suis entourée d'expertes, de penseuses, de militantes. Ce soir, nous parlons de la culture du viol. Ne fuyez pas, sauf si ce sujet vous blesse directement, car je pense que vous pourriez en apprendre plus que vous ne le pensez. Quel est le rôle de la pop culture dans cette culture du viol ? Qu'est-ce d'ailleurs que cette culture du viol ? Que nous montre-t-elle de notre rapport aux violences sexuelles ? Est-ce que MeToo a vraiment tout révolutionné ? Que peut-on encore changer ? Comment faire pour que la société aille mieux ? Autour de moi, Jessica Suze. Tu es militante féministe et tu as cofondé le collectif Embrase le Monde. Mère célibataire de 3 enfants, tu aspires à sensibiliser et à inspirer les nouvelles générations, tout en créant des espaces de solidarité et de transformation. Observer, réfléchir, apprendre, faire changer. Bienvenue Jessica. Merci. À mes côtés également, Rose Lamy. Rose, tu es autrice et experte en vulgarisation des questions féministes. Tu crées en 2019 le compte Instagram « Préparez-vous pour la bagarre ». Puis tu publies « Défaire le discours sexiste dans les médias » et l'essai « En bon père de famille » en 2023 sur les bourreaux bien ordinaires, et on va y revenir. Bienvenue Rose. Merci. Et enfin, pour compléter cette table, Anne-Cécile Maillefer. Tu es militante féministe, autrice et chroniqueuse chez France Inter. Après de nombreux engagements associatifs, tu crées en 2016 la Fondation des femmes, que tu présides, première structure française de levée de fonds auprès du grand public pour développer et soutenir des actions en faveur des droits des femmes. Bienvenue Anne-Cécile. Merci beaucoup Anna pour l'invitation. Et avant de commencer cette grande discussion du coup sur ce sujet de la culture du viol, qui, je le répète, n'est pas un gros mot, n'écoutez pas ce qu'on vous dit sur ces fameuses chaînes télévisées, on vous parle en boucle de wokisme et d'islamo-gauchisme. Je vous promets que vous auriez fort à apprendre, à écouter justement ce que c'est que cette culture du viol, combien est-ce qu'elle vient irriguer la pop culture, nos repères et tout ce qui a forgé nos représentations du monde et des relations. Eh bien écoutez, mes très chers amis, on va commencer dès à présent et rentrer dans le vif du sujet, de ce sujet donc de la culture du viol. Et on va vraiment faire un effort, mais je sais que cet effort nous est cher toutes les quatre. L'effort de l'accessibilité, surtout pour toutes les personnes qui ne seraient pas forcément familières du vocabulaire militant, de tout ce jargon, pour que tout le monde puisse nous comprendre, parce que je sais qu'on est toutes convaincues que c'est l'essentiel. Comment est-ce que vous définiriez ce que c'est que la culture du viol d'une façon accessible à tout le monde ? Jessica ? Moi, je dirais que la culture du viol, c'est tout simplement la banalisation du fait de penser et du coup de croire que le corps des femmes nous appartient à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, et que en tant que homme, en fait, tu as le droit de disposer du corps
de ces femmes quand tu veux. Et alors là, si en plus cette personne est ta femme, c'est encore pire. Donc je pense que la culture du viol, c'est ça, c'est au fur et à mesure de l'éducation, te faire croire que le corps des femmes t'appartient. Et on l'a vu en plus dans cette affaire, l'affaire qui occupe beaucoup les esprits actuellement, l'affaire dite Pellico, mais en fait l'affaire des 82 violeurs de Mazan. Beaucoup se sont réfugiés derrière l'excuse de ce mari qui aurait été consentant, en fait, avec vraiment cette notion de propriété qui est très présente. Mais on va revenir de toute façon longuement sur cette affaire parce que je pense qu'elle symbolise pas mal de choses. Anne-Cécile ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi est-ce qu'on parle de culture du viol ? Jessica l'a très bien défini, mais pourquoi est-ce qu'on a ce mot ? On a ce mot parce qu'en fait, on s'est posé la question de savoir pourquoi les hommes violent. Parce qu'en fait, quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a beaucoup de viols. C'est 95 000 femmes majeures par an qui sont victimes de viol ou tentatives de viol. Et donc, 99% des cas, excusez-moi, c'est un homme qui viole. Et donc, on se dit, est-ce que, du coup, c'est parce qu'il y aurait un problème génétique qui vient du fait que ce sont des hommes génétiquement, donc est-ce qu'il y aura un problème avec le chromosome Y, ou si on se dit qu'on ne croit pas que c'est quelque chose de génétique, parce qu'en fait, il y a plein d'hommes qui ne violent pas aussi, du coup, c'est pas obligatoire d'en passer par là, donc on se dit, du coup, si c'est pas quelque chose de naturel, de la nature, alors c'est quelque chose qui a trait à nos sociétés, à l'éducation, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça la culture. La culture, c'est justement tout ce qui fait que quand on est dans un pays, en fait, on va être abreuvé de choses, de récits, d'histoires, de chansons, de films, des histoires aussi qui se racontent à la maison, autour d'un repas, donc des histoires familiales, tout ce qui fait qu'on va savoir qu'est-ce que c'est qui est bien, qui est pas bien, qui est normal, pas normal, tout ça c'est la culture. Et quand on dit culture du viol, en fait, c'est tout ce qui est dans la culture, dans notre éducation, qui va faire que violer c'est pas si grave, voire même violer c'est parfois autorisé en fonction des personnes. Et du coup, du côté des victimes, quand on est violé, c'est qu'on l'a peut-être un peu cherché aussi. Donc il y a une culpabilisation des victimes et une déculpabilisation des violeurs et un peu une autorisation à passer à l'acte. Elles l'ont bien cherché quand elles mettent une jupe, elles l'ont bien cherché pour plein de raisons différentes qui ont évolué au cours du temps. Parce que la culture, elle change. Et grâce aux féministes, et je l'espère, grâce à nous toutes, on essaye de faire reculer ça, de pouvoir expliquer aux enfants et à tout le monde, finalement. Donc, on essaie de faire reculer cette culture du viol en expliquant à tout le monde que, en fait, non, il ne faut pas violer, ça fait mal. Et puis, du coup, ce n'est pas de la faute de la dame. Et il faut plutôt regarder ce que fait l'agresseur et sa responsabilité. Merci beaucoup Anne-Cécile. Rose, si tu devais définir la culture du viol ? Tout est dit, quelque part, mais je rajouterais peut-être que c'est toute une somme de croyances, d'arguments, d'excuses qu'on pourrait lister, qui permettent d'excuser les hommes d'avoir fait ce qu'ils ont fait. On va en reparler de l'affaire Pellico, mais moi j'aime bien prendre des exemples, et notamment quand tu parlais de cette histoire de parce que le mari a donné l'autorisation, alors les autres hommes ont cru qu'ils avaient le droit de passer à l'action, à l'acte criminel. Ça veut dire qu'ils adhèrent à une idée plus haute que la loi des humains, qui est que l'homme possède le mari. Le mari possède sa femme, pardon. Ils adhèrent à cette idée, à cette croyance, profondément, au-delà de tout texte de loi, parce que la loi indique bien qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et voilà, ça, c'est la culture du viol. C'est un truc culturel ancré en nous. C'est pas forcément la culture avec un petit C. C'est ce qui fait nos valeurs et nos croyances, et c'est ce qui construit nos idées. Je dirais que ça se loge là. Et je peux pas parler de culture du viol sans faire un petit fémage, un hommage à une femme qui s'appelle Valérie Rey-Robert et qui a écrit un livre qui s'appelle Une culture du viol à la française. Qu'elle a commencé à écrire un peu avant MeToo. Moi, je l'ai connu en 2019, le livre. Et c'est très accessible, très édifiant. Et elle a un peu participé à la conceptualisation d'une culture du viol spécifiquement à la française. Qu'on peut retrouver, par exemple, nos réactions à MeToo ont été une tribune du droit importuné par plusieurs femmes françaises. Ça c'est typique. La galanterie. La galanterie, la drague un peu lourde alors qu'on parle d'agression sexuelle, toute cette manière de pas bien nommer les choses et de les présenter sous l'angle de la drague ou d'une spécificité culturelle, ça c'est la culture du viol à la française. Voilà. Et j'aimerais qu'on vienne justement en parlant de culture sous la question de la pop culture. Rose, je sais que parmi les gros déclics électrochocs que tu as pu avoir
culturellement, il y a eu un artiste très connu en France. Est-ce que tu veux en parler? Parce que t'en parles dans tes bouquins. Ouais, c'est un peu la base de tout mon engagement. D'ailleurs, moi, je suis arrivée sur le féminisme pas par l'académisme, enfin pas par le côté académique. J'ai pas fait d'études sur ce sujet-là. J'ai pas lu beaucoup de livres sur le féminisme avant de commencer les réseaux sociaux. Et moi, tout est parti de l'affaire Kanta, oui. Donc de la pop culture. Voilà, c'était pour les plus jeunes, parce que c'est vrai cette histoire a plus de 20 ans maintenant. Donc c'était un chanteur de rock, on peut dire d'extrême gauche, altermondialiste, qui avait tout un discours sur le capitalisme et puis les classes sociales aussi, et qui donc a tué sa femme, Marie Trintignant, qui l'a battue à mort et qui l'a laissée toute une nuit sans appeler les secours. Voilà. Et ça, ce qui m'a vraiment interpellée à l'époque, peut-être un peu plus tard, parce qu'à l'époque, on était tous un peu sidérés, on n'avait pas encore les mots, en tout cas, moi, je ne les avais pas. Mais ce qui était sidérant, c'est la manière dont la culture du viol s'est organisée, a été visible dans les médias, parce qu'on a commencé à dire, oui, faut dire qu'elle avait bu. Ah, puis elle avait pris des drogues. Et puis, il faut dire qu'elle n'était pas facile. Et on a même sorti son dossier médical pour prouver qu'elle a eu un accident de voiture quelques temps auparavant. Donc déjà qu'elle avait conduit au volant, ce qui la rendait coupable encore de quelque chose, et que par cet accident, la structure de son nez avait été fragilisée et qu'il avait peut-être cédé plus facilement sous les coups qu'il n'aurait dû. Donc c'était même la faute de son propre corps qui était défaillant. Et ça, c'est vraiment... c'est dans la presse, quoi, vraiment. L'amour passionné entre deux artistes. Il y a eu l'idée problématique, ça. Hein. Il y a eu l'idée du crime passionnel. Les deux étaient passionnés, les deux étaient jaloux, les uns des autres. Voilà, c'est ça. Dans la culture du viol aussi, il y a cette idée que l'amour tue, qu'on tue par amour. Qu'on souffre par amour. Il la désire tellement qu'évidemment, il la viole. C'est la chanson de Johnny, Requiem pour un fou, je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tué. Ça, c'est la culture du viol. C'est ces petits éléments mis bout à bout qui nous font croire... au quotidien que c'est normal de tuer par amour, ce qui n'est absolument pas le cas. Et pourtant, ça évolue pas si vite. Rose, je sais qu'on partage un amour immodéré de la chanson française et de Bruxelles. Et il faut savoir, je trouve cet exemple est assez intéressant, que tous les ans, pour la fête nationale à Bruxelles, se réunissent toutes sortes de sosies qui enchaînent les concerts sur la place du jeu de balle. Et cette année, je me suis quand même fait la réflexion que quand le sosie de Johnny est venu, il a chanté, je crois, 5 chansons. On sait que Johnny a une discographie qui est absolument immense. Et pourtant, ils choisissent quand même, à chaque année, de nous mettre le Requiem pour un fou. Comme si, en fait, rien n'avait changé et que ça ne choquait toujours pas. Mais là, il y a la tournée de David Hallyday qui s'appelle Requiem pour un fou. Hein. C'est très difficile de faire entendre que cette chanson, c'est une apologie des féminicides. Et... ce qui est difficile, c'est que, je parle à mon titre, je l'aimais bien, cette chanson. Et c'est pas pour une question morale que je veux plus l'écouter, c'est que maintenant que je sais de quoi elle parle, ça me heurte. Et de voir des gens la chanter en groupe, je me dis, on est vraiment dans une société un peu dystopique sur ces sujets-là, parce qu'on prend du plaisir à chanter une chanson qui, au bout du compte... encourage et romantise le fait de tuer la personne qu'on aime. Et voilà, c'est pas une posture morale de il faut arrêter. Voilà, c'est des postures individuelles, mais ça me posait question. Ouais. Jessica, t'élèves 3 enfants. C'est quelque chose qui est au cœur de ton combat. Complètement. Comment tu leur apprends justement à naviguer entre toutes ces références? Parce que on sait que même les enfants actuellement même regardent beaucoup de séries, etc. Comment tu fais? Moi, je peux dire que j'ai réussi parce que mes enfants n'écoutent pas des personnes problématiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps, mon fils, quand il était petit, il avait Albert Einstein accroché dans sa chambre. Et il n'y a pas longtemps, je dis, mais Issam, tu as enlevé... Albert Einstein. Il me dit, mais oui maman, parce que tu sais qu'il a commis des violences conjugales sur sa femme. Et je l'ai regardé, j'ai dit, oui, d'accord. Il fait, donc je vais pas garder une personne problématique dans ma chambre. Et pour lui, c'était normal. Et en fait, mes enfants, ils vont pas écouter de musique dès qu'ils entendent quelqu'un de pas bien. En fait, pour eux, c'est normal. À la télé, on va pas regarder de séries
problématiques, parce qu'on les regarde tous ensemble, mais en plus, pour eux, il y a vraiment quelque chose de inné, genre il n'y a pas de réflexion à avoir, c'est j'entends, j'arrête, et sans poser de questions, sans chercher à savoir le pourquoi du comment. Et ça, déjà, parce que j'ai travaillé avec eux même quand ils étaient petits, parce qu'on parle des chansons, mais on ne parle pas des comptines, des poésies qui sont apprises à l'école. Là, récemment, j'ai vu une poésie dans une école où, en fait, la poésie, elle est totalement horrible, mais ça fait l'apologie de la fellation. Il n'y a pas à dire. C'est quoi, la poésie ? C'est une poésie qui dit ah, je mets mon doigt dans la confiture, elle est bonne, donc je suce mon doigt, je le suce, et puis j'avale. Et vraiment, dans toute la poésie, il y a le mot sucer plein de fois, sans forcément parler de confiture à côté. En tant qu'adulte, quand je l'ai lu, j'avais envie de vomir et je me suis dit comment c'est possible qu'un professeur donne ça à apprendre à ses enfants. À la fin, c'est je le suce tellement que je l'avale. En fait, on ne parle pas de confiture là, ce n'est pas possible. Oui. Et en fait, il y a des comptines qui font l'apologie aussi des féminicides, de la culture du viol. Et en fait, donc moi, quand mes enfants étaient petits, je leur disais, en fait, non, ça, j'ai pas trop envie que vous l'appreniez. Et quand ils disaient, pourquoi ? Je leur disais, parce qu'en fait, là, dans cette comptine, on apprend aux hommes à faire du mal aux femmes. On apprend ça. Il y a du racisme dans cette comptine. Et donc, du coup, en fait, ça se fait petit à petit, sans forcément faire un truc hyper lourd, mais juste ça rend la chose normale. Les personnes problématiques, on les écoute pas. Il y a des chansons qu'on adore, etc. Et quand après on écoute, on se dit « Ouh là là, mais maman, c'est un peu bizarre. » Et même parfois, c'est eux qui vont me reprendre, etc. Donc ouais, non, c'est... Je sais pas, mais il y a quelque chose de... Pour les enfants, c'est facile de les éduquer de cette façon-là. Et donc ouais, ils vont tout de suite te remettre en question et dire en fait, j'arrête. Et c'est pas OK. Et donc, ils en parlent à l'école et ça crée des débats dans les classes, Donc, ouais, c'est... T'as l'impression que par rapport justement à notre génération, quand on était enfant, etc., les repères ont pu évoluer ? Complètement. On a toutes grandi, j'imagine, avec quand même des Disney, des contes de fées, des princesses endormies qui étaient réveillées par des princes qui venaient les embrasser. Anne-Cécile, je te vois hocher la tête. Ouais. Non, c'est sûr, mais en fait, je pense que la réalité, elle est quand même, elle a un peu une double face. C'est clair que voilà, moi je suis née au début des années 80, donc moi les années 90, je pense que c'est ce qu'on fait peut-être de pire. Début des années 2000, Britney Spears, tout ça, I'm a slave for you, hit me baby one more time. Mais le nombre de fois où je me suis, où j'ai dansé, j'ai hurlé avec mes copines sur hit me baby one more time, frappe-moi encore une fois, I'm a slave for you, je suis une esclave pour toi. Enfin vraiment, c'est vrai qu'on se dit mais c'est quand même dingo. C'était fou et ça ne gênait personne. Et il y avait très très peu de discours féministes dans l'espace public. Mais donc ça a changé et moi c'est vrai que je suis hyper admirative. Je me dis mais c'est dingue aujourd'hui. Moi je vois mes nièces, j'ai des enfants mais ils sont petits encore, mais mes nièces qui ont entre 15 et 20 ans, elles manient des mots et des concepts que moi j'ai appris il y a 15 ans, 20 ans, quoi. Donc c'est fou à quel point les choses ont progressé pour une partie des jeunes. Parce que ce qu'il faut aussi voir, c'est que paradoxalement, la culture du viol, la culture de la domination masculine en général, parce qu'il y a le viol et puis il y a, comme on le disait, les féminicides, il y a d'autres formes de violences faites aux femmes et aux enfants. Et en fait, ça se reconfigure. Et c'est ça qui est vraiment un petit peu rageant pour nous les féministes, parce que parfois on a l'impression qu'on repousse quelque chose d'un côté, puis ça revient par l'autre porte en fait. Et c'est vraiment, on a du mal à s'en dépatouiller complètement. Et ce qu'on a réussi à repousser, on a réussi à montrer que plein de choses étaient problématiques, mais ça se reconfigure d'une autre manière et on voit malheureusement dans les statistiques que la culture du viol est en réalité très présente chez les jeunes hommes de moins de 25 ans. Quand on demande aux hommes est-ce que c'est OK d'avoir un rapport sexuel avec votre compagne si elle n'est pas d'accord, est-ce que c'est OK de quand même avoir un rapport sexuel ? Eh bien, en fait, la catégorie de population qui dit, bien sûr, c'est OK, c'est les jeunes, c'est les moins de 25 ans. Donc, malgré ce qu'on peut se dire, c'est pas finalement les plus âgés qui peut-être auraient été baignés dans des films affreux où, en fait, le mec gifle la femme, la plaque sur un mur, elle embrasse goulûment, parce que ça, il y a eu plein de films où c'était ça. Et bien, en fait, les plus jeunes, finalement,
on voit qu'ils ont du contenu qui leur arrive par ailleurs, d'autres types de contenus par ailleurs qui, on la repousse d'un côté, ça revient de l'autre, et on a aussi quasiment on peut le dire, des mouvements politiques qui, donc en fait aujourd'hui le machisme il est un petit peu différent, il revient chez les jeunes, il peut être très revanchard, il peut être un peu aigri, et il est vraiment pas sympathique pour les femmes, et c'est aussi ça qui amène dans certains pays d'ailleurs, des présidents très 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 conservateurs, très anti-droits des femmes à être élus. Ils sont souvent élus parce que les jeunes hommes ont voté dans leur immense majorité pour ce genre de figure très machiste de dirigeants politiques, quoi. Et on l'a vu effectivement, déjà en France, on avait vu au niveau des scrutins qu'il y avait des écarts assez significatifs entre hommes et femmes. On a vu aussi avec l'élection de Trump qu'il y a des écarts, des fossés qui sont colossaux entre hommes et femmes, et aussi chez les jeunes, entre blancs et non blancs, parce que ça c'est important de le souligner. On va y revenir justement à ce combat qui est infini et ce qu'on appelle ce backlash, ce retour de bâton, et comment est-ce que ça se structure. Et nous reprenons cette émission, ce tunnel de ce soir sur la culture du viol avec mes invités Jessica, Suze, Rose Lamy et Anne-Cécile Maillefer. Juste avant, nous discutions donc de ce qu'est cette culture du viol, qu'est-ce qui la constitue, comment est-ce qu'elle se matérialise concrètement et de façon compréhensible à tout le monde dans la pop culture, en fait, nos films, nos séries, nos chansons. Et justement, ce qui était intéressant aussi, je crois, c'est de parler de références qu'à peu près tout le monde peut avoir, parce qu'effectivement, comme ça a été souligné, le féminisme ne passe pas forcément par les livres, par les essais universitaires. Et le féminisme, la lutte pour les droits des femmes, c'est pour tout le monde. On est d'accord là-dessus? Tu vas hocher la tête, Jessica. Oui. C'est tout le monde, c'est pour tout le monde et partout. Ouais. Et partout. Donc, il n'y a pas à se laisser impressionner, à se dire voilà, j'ai besoin de tel ou tel package pour être féministe et pour avoir aussi mon mot à dire. C'est ça. Et c'est important de le dire, et c'est pour ça que, en tant que, là je parle en mon nom, mais c'est pour ça aussi que j'aime prendre la parole, parce que je n'ai pas fait d'études, parce que je viens de quartier populaire, parce que je me suis retrouvée à vivre dehors, parce que, et du coup je me dis que c'est aussi bien qu'il y ait d'autres représentations du féminisme aussi, pas que des personnes qui ont fait des études, qui ont une vie confortable, etc., qu'il existe aussi d'autres. Et je me dis, si je peux porter ma petite pierre à l'édifice et montrer à des personnes qui ont du mal à se dire féministes parce que elles vivent des difficultés, parce qu'elles vont écouter du rap, parce que si, parce que ça, leur dire, qu'elles viennent quartier populaire, leur dire, en fait, non, regarde, être féministe, c'est pas réservé aux personnes qui ont fait des études, c'est pour toutes les personnes. Mais c'est intéressant d'ailleurs de mentionner le rap, parce qu'on voit très souvent dans les médias le rap qui est pointé du doigt pour la violence qu'il peut y avoir dans les textes, la violence misogyne. À titre très personnel, peut-être que je ne devrais pas dire ça sur une radio rap, mais je trouve qu'effectivement il y a plein de soucis, notamment avec la figure de la femme qui est présentée toujours comme une michto, parfois par des hommes qui concrètement ne seraient même pas michtonnables d'ailleurs, on peut se le dire, mais c'est quand même une façon aussi de mettre la poussière sous le tapis, en disant regardez, c'est Gilles, un rappeur, alors que... Enfin, je veux dire, Michel Sardou, il a des chansons, non, c'est partout. Et pourquoi on se permet comme ça dans la culture française des espèces d'exceptions où par contre les cinéastes ont le droit, les acteurs ont le droit? Pourquoi cette histoire de monstre sacré? Peut-être que le livre de Valérie Robert que tu évoquais, Rose, peut éclairer là-dessus, mais pourquoi la France a cette espèce de culture très particulière des monstres sacrés qui, oui, peuvent avoir fait les pires horreurs, mais voilà, ce sont des génies, jusqu'à Macron qui déclare quand même, après des horreurs dites par Gérard Depardieu et des procès qui étaient en attente à ce moment-là, qu'il est la fierté de la France. C'est une grande question, hein. Je me pose la question, je me la pose beaucoup. J'ai essayé d'y répondre, d'ailleurs, dans Bon Père de famille, sur ce concept de séparer l'homme de l'artiste seulement quand l'homme est puissant. Quand il y a... Il faut savoir que séparer l'homme de l'artiste, ça concerne qu'une catégorie d'hommes socialement bien insérés et qui apportent au monde. Et apporter au monde, ça peut être des œuvres, ça peut être des matchs de foot, ça peut être de l'argent, ça peut être du discours aussi antisexiste ou misogyne. Voilà, il faut apporter quelque chose au monde des hommes, et à partir du moment où on donne cette contribution, on va accéder à une défense qui va être organisée par ces mêmes hommes-là. Moi, je pense qu'il y a une grande...
part de la classe sociale là-dedans. Parce qu'on prend souvent l'exemple, mais si ça arrive à un petit boulanger du village, il y a peu de chances qu'on s'organise pour qu'on lui dise « Ah, mais il faut séparer le boulanger du pédocriminel et continuer à consommer son pain ». C'est-à-dire c'est pas vraiment audible. Mais ça marche sur l'art. Et sur l'art, sur les industries culturelles, et puis sur le sport de haut niveau. Moi, je pense que si on synthétise tout, c'est quand ces hommes apportent aux autres hommes, ils ne veulent pas se passer de ce service-là ou de ce plaisir ou de ce divertissement. Et ils disent, oui, bah alors mon divertissement, ce qui m'apporte, ça vaut plus que ce qui peut bien se passer en coulisses. Voilà, avec aussi l'idée que ce qui se passe en coulisses et dans la sphère familiale, finalement, c'est secondaire à ce qui se passe dans la sphère publique. Et que pour un bon tableau ou un bon film, il y a des dommages collatéraux, mais on ne devrait pas trop s'en préoccuper. Voilà, il y a cette intériorisation de ça, je pense. J'ai vu des tweets assez hallucinants, parce que du coup, personnellement, j'en parlais dans l'intro, je suis encore sur Twitter parce que j'estime que les espaces de combat, il faut rester dessus, on n'a pas le choix, mais ça m'appartient totalement. Au moment de l'arrivée de Mason Greenwood à l'Olympique de Marseille, donc c'est un joueur anglais qui a été... Enfin, voilà, il y a les vidéos qui ont circulé, etc., qui a été auteur de violences conjugales sur sa femme et tout. Et quand il a rejoint les effectifs de l'OM, la plupart des supporters, y compris ceux qui se revendiquaient progressistes et féministes, disaient « Oui, bon, mais là, ok, on sait qu'il a fait ça, mais quand même, c'est un méga joueur. Et voilà, on va pas dire que pour autant, on le valide dans sa vie privée, mais sur le terrain... » Et je veux dire, enfin, il y a une dissonance qui est absolument terrible. D'ailleurs, une dissonance d'autant plus grave que justement... on érige ces personnes en exemple. En fait, ce qui est d'autant plus problématique, c'est qu'en fait, on va surprotéger ceux qui sont censés nous renvoyer l'image de ce que c'est qu'être un homme sportif, en bonne santé. Et on va plutôt encourager nos enfants aussi à pratiquer du sport, à dire voilà, ça va... en fait, c'est ça qui est encore plus grave, c'est que ça devient des modèles pour nos enfants. Et pour autant, ils sont très problématiques. Et en plus, à l'inverse, il y a plein de choses qui existent, qui ne véhiculent pas cette culture du viol. Il y a plein d'œuvres qui ont été créées non seulement par des femmes, mais particulièrement par des femmes, qui sont mises sous le tapis, qui sont oubliées, qui sont éjectées, parce qu'en fait, la culture du viol, elle essaye aussi d'être hégémonique. Elle ne supporte pas qu'il y ait une autre voix qui existe à côté et qui la remette en cause. Donc... il y a plein de chansons qui sont formidables, il y a plein d'œuvres qui sont formidables, de films qui vont pas du tout être mis sur un piédestal, alors que ce sont des œuvres génialissimes, c'est d'une beauté incroyable, et en plus ça dit des choses qui nous élèvent, qui nous permettent de faire société beaucoup mieux, qui permettent à tout le monde d'aller mieux. Et bien ça, c'est on va les en comparaison, quoi. Il y aura toujours les mauvais génies qui valident en fait la culture du viol, qui valident cette domination masculine là, qui vont rester. Moi, je pense par exemple, on organise un concert avec la Fondation des femmes le 27 novembre prochain, qui s'appelle Nos Voix pour Toutes, à l'Adidas Arena. Je vous invite évidemment à venir, à participer, à acheter vos billets en ligne. Donc Nos Voix pour Toutes, c'est que des chansons engagées, que des chansons féministes. Et en fait, quand on cherche, mais on en a trop, on ne sait même pas lesquelles choisir. Il y en a énormément dans notre répertoire. Il y a évidemment Anne Sylvestre, qui est ancienne sur ce sujet, mais il y en a des beaucoup plus récentes. Balance ton quoi. Il y en a plein, en fait, des chansons qui existent et qui sont formidables, mais on voit qu'en fait, les plus anciennes, il faut vraiment qu'on aille fouiller pour les faire ressortir, qu'on rappelle aux gens que ce patrimoine-là, ce matrimoine, hein, le patrimoine, c'est pour pas comme pour les garçons, pour les papas, patriarcat, patrimoine, et matrimoine, du coup, que ce matrimoine, il existe aussi et qu'il faut le faire vivre, il faut y tenir et il faut l'aider à prendre le pas sur l'autre. Donc ça ne veut pas dire que demain, pour les enfants, il y aura moins de choses cool à écouter ou à regarder. En fait, il y a plein de trucs à écouter et à regarder, mais du coup, il n'y en a pas assez d'une vie pour lire tous les livres. On n'a pas assez d'une vie pour écouter toutes les chansons, regarder tous les films. Du coup, si on peut choisir, choisissons les bons films qui, en plus, apprennent des choses intéressantes à nos sociétés. Ça a fait évoluer toute ta façon de consommer la culture. Ouais.
ton engagement féministe? Oui, complètement. En fait, il y a des choses, je ne peux plus le voir. Alors, et inversement aussi, des fois, je suis tellement baignée dans le féminisme et du coup, malheureusement, le féminisme, c'est forcément, on parle forcément beaucoup de violences faites aux femmes. J'ai aussi l'autre écueil qui est de parfois me dire, en fait, voilà, il y a des séries qui sont formidables sur le viol, par exemple, Sambre, des séries comme ça. Je peux pas, en fait, moi, j'en ai trop vu, entendu, etc. Et donc, il y a parfois certaines œuvres où, en fait, j'y arrive pas parce qu'elles sont formidables et juste moi personnellement ça fait beaucoup mais oui en fait par exemple j'adorais les James Bond. je l'avoue vraiment j'adorais moi en fait je voulais être James Bond, je trouvais ça tellement cool d'être James Bond, je voulais trop être James Bond, pas une James Bond girl. Je voulais être James Bond mais en fille. Mais je voulais quand même être James Bond. Je voulais faire, je voulais avoir, moi aussi, avoir sa coolitude. Et j'ai re-regardé, là, il y a quelques années, il passe souvent des anciennes James Bond à Noël ou ce genre de truc. Mais en fait, c'est irregardable. Le truc est tellement, le gars, c'est un gros beauf, en fait. Mais ça va pas du tout. Comment j'ai pu admirer ce genre de personnage. Donc c'est vrai que c'est même pas, si tu veux, c'est même pas que je me dis, c'est mal de le regarder, comme tu le disais tout à l'heure. C'est pas un truc moral. C'est un truc, en fait, et tout d'un coup, c'est des gros beaufs, en fait. Tu vois, c'est comme Michel Sardou. Voilà. C'est pas moral. C'est juste qu'en fait, le truc est nul. C'est ridicule. C'est ridicule. Faut arrêter cette image-là des femmes. Et c'est juste que c'est plus regardable. Voilà. À nouveau, c'est pas que moral. C'est aussi des trucs où on se dit, ça ne va pas du tout. C'est trop has-been, en fait. Rose, toi, tu as révolutionné ta façon aussi de consommer la culture, où justement tu t'autorises la dissonance cognitive et l'auto-relâchement. Moi, je m'autorise la dissonance cognitive à fond. Ouais. Il y a des trucs que je continue à aimer et qui sont pas du tout OK, notamment, je sais pas, les téléfilms de Noël, qui sont tous construits pareil et tout, que je trouve hyper rassurant à regarder. Voilà, je sais où la trame va. Alors après, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Même sur la musique... je pense qu'on peut faire une forme de distinction entre les auteurs de violence et ce qu'il y a dans les œuvres, et on peut faire une distinction aussi quand ils sont morts et quand ils sont vivants. Moi j'essaye de tempérer tout ça, et surtout qu'on parle d'accessibilité et d'être mainstream et grand public. Mais si on est dans l'injonction morale, et il y a beaucoup de moralisme dans nos milieux militants malheureusement, on prend le risque de couper le lien, parce que si on est toujours, à chaque fois que quelque chose est produit et qui, à nos yeux, semble imparfait, on se coupe du grand public qui, on n'est peut-être pas à cette même temporalité, a peut-être moins le temps. Moi, je suis sur les réseaux toute la journée. Donc oui, ça va vite. Les concepts, je peux les apprendre beaucoup plus vite que quelqu'un qui viendra sur Instagram ou qui regardera des émissions avec des fréquences et une précision un peu moins forte. Voilà. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Qu'est-ce que tu avais pensé du film Barbie, par exemple ? Moi, je me suis... fait bien dézinguer sur les réseaux sociaux, parce que moi j'ai trouvé que c'était super. Voilà, moi je le redis, et franchement je persiste et je signe. Tous les contenus que j'ai vus qui disaient que c'était pas assez militant, que ça allait pas assez loin, que c'était libéral, peut-être. Franchement, je dis pas qu'il est parfait, il a ses imperfections, mais c'est un produit de culture de masse, et il y a des femmes, ou des hommes d'ailleurs, qui sont allés le voir dans des petits villages, dans des villes moyennes, sur des territoires où on va jamais, où on consomme pas nos contenus réseaux sociaux, où on n'écoute pas nos médias parisiens. Et tant que nous, on n'aura pas recouvert tout le territoire de nos contenus qu'on juge mieux, en attendant... il y a des filles et des garçons et des hommes et des femmes qui ont entendu le mot patriarcat plusieurs fois, qui ont compris... il y a tout un monologue que moi j'ai adoré sur la honte, sur la culpabilité, tout ça. C'est passé, il y a des idées qui passent. Et je trouve que des fois, on a une tendance à retenir les idées pour qu'elles soient parfaites dans nos cercles, alors qu'il faut accepter qu'elles puissent se simplifier et être modifiées et changées quand elles se transmettent. Et tout d'abord, j'aimerais qu'on réagisse ensemble à un petit extrait qui est, ma foi, bien connu. C'est l'extrait d'une vidéo YouTube de Lina de 1974. Je vous laisse l'écouter. Vous avez déjà violé des femmes ? Oui. Est-ce que tous les hommes sont des violeurs en puissance ?
C'est possible, c'est pas sûr. Et qui sont les femmes qui se font violer? Celles qui sont imprudentes. Est-ce que les choses vont changer? Non. Depuis 1974, on est 50 ans après. Je pense que aujourd'hui, les hommes et les agresseurs ont compris 2-3 trucs. Du coup, ils disent plus les choses pareilles. C'est ça. Je suis pas sûre que les choses aient complètement changé dans le fond, mais par contre, on n'aura plus c'est devenu. Il y a quand même une sorte de rejet social, de discussion quand même sociétale autour du viol, etc. Et du coup, je pense que ce serait difficile aujourd'hui de réussir à tourner la même vidéo. Et pourtant, en fait, dans le fond, quand on voit effectivement le procès des violeurs de Mazan, on voit qu'en fait, sur un petit village, une petite zone géographique, on a au moins 82 hommes qui allaient sur ce genre de site où clairement on propose des femmes à violer, parce que là c'était Gisèle Pellicot, mais on sait que c'est un site, et nous à la Fondation des Femmes, ça fait 20 ans, enfin ça fait pas 20 ans qu'on existe, mais ça fait plusieurs années qu'on essayait en vain de faire fermer ce site, parce qu'on savait que sur ce site il y avait énormément de prostitution infantile par exemple, entre autres choses. Donc on a ces hommes qui vont sur ce genre de site, vont sur un forum qui s'appelle À son insu, et ensuite conversent avec cet homme, Dominique Pellicot, et ensemble élaborent le stratagème qui vise à violer la dame. Donc clairement, on voit bien que sur une petite zone géographique, il y a beaucoup d'hommes quand même qui, quand ils en ont l'occasion, sont bien contents de pouvoir violer des dames. Et ils cherchent d'ailleurs à le faire, puisque sinon ils ne sont pas tombés par hasard sur coco.fr. Ils sont proactifs, c'est pas une petite annonce qu'on voit Toi, chez par le exemple, boucher, tu vas pas sur coco.fr, tu n'allais pas, tu ne surfais pas sur coco.fr, donc c'est quand même, voilà. Et donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui a probablement pas énormément changé, c'est ça, c'est peut-être ce volume, et d'ailleurs, la culture de viol, on n'en a pas encore parlé, mais on peut l'aborder aussi maintenant. À mon sens, elle s'est aussi reconfigurée aujourd'hui avec, malheureusement, beaucoup de pornographie consommée très jeune, qui clairement sont des contenus qui, quand on regarde ce que c'est, la pornographie, quand on regarde quelles sont les vidéos les plus consommées aujourd'hui, quand on regarde les conditions de tournage, quand on regarde ce qui est montré à l'écran, le fait que la pornographie, c'est pas du cinéma parce que c'est vrai, ce qui se passe, et ce qui excite, et aussi ce qui se passe dans la tête des gens, et ce qui fait qu'en fait, avec la pornographie, c'est un peu comme une drogue, il faut consommer de plus en plus, c'est des choses de plus en plus excitantes, de plus en plus violentes, parce qu'en fait, on s'accoutume, et donc après, ça excite moins, et donc il faut aller chercher du nouveau contenu, il faut aller chercher des choses plus transgressive. Et donc, en fait, on voit bien que quelque part, probablement qu'on est en train, dans un sens, dans la société, de faire reculer l'acceptation du viol. Non, c'est pas normal, on raconterait plus ça dans la rue à quelqu'un qui nous interroge. Mais par contre, on va sur le site coco.fr, mais par contre, on regarde du porno. Et donc, du coup, il y a quand même encore des sphères, des zones, en dehors de l'espace public, du coup, mais des zones dans lesquelles c'est non seulement autorisé, mais c'est aussi organisé, c'est aussi stimulé, c'est aussi fantasmé. Jessica, comment est-ce qu'on peut, de nos jours, éduquer de la meilleure façon possible des jeunes garçons à ne pas tomber justement dans ce piège de cette pornographie qui est extrêmement dangereuse pour les femmes? Moi, je sais que par exemple, un jour, je suis allée chercher mes enfants à l'école. Mon fils était petit encore, aujourd'hui c'est un ado, mais il était en CE2. Il sort de l'école et il me dit « Maman, tu connais YouPorn ?» Aïe. Donc je l'ai regardé, j'ai dit mon chéri, la question c'est comment toi tu connais YouPorn. Et donc il me dit mais parce qu'en fait mes copains dans ma classe regardent YouPorn chez eux, CE2. Donc là je me sens pas très bien, je lui dis est-ce que ça te va qu'on en discute à la maison? Il me dit d'accord, on arrive à la maison, on en parle. Donc je lui demande qu'est-ce que ses copains ont rapporté. Et donc là c'est très c'est très explicite. Donc je lui dis tu sais que ce n'est pas une sexualité. D'accord, que c'est des films et que en fait la sexualité elle est multiple, d'accord, et que c'est très dangereux pour eux de regarder ça parce que du coup ça leur montre une image qui est faussée parce que pour de vrai ça ne se passe pas comme ça et que c'est dangereux aussi pour leur futur partenaire. Et donc là il m'a demandé pourquoi, donc je lui ai parlé du viol. Je lui ai parlé justement de la culture du viol et que ces images là pour
plus tôt c'est regardé et plus tôt c'est ancré, en fait. Et donc, en fait, c'est des images qui te montrent que c'est normal de violer. Et donc, en fait, à côté de ça, un jour, on était à table et mes enfants m'ont demandé comment est-ce qu'on faisait les bébés pour de vrai. Parce que quand ils étaient petits, je leur disais que c'était un gros câlin consenti d'amour. Voilà. Et puis ensuite, voilà, avec ce qu'ils regardent et ce qu'ils entendent à l'école, ils m'ont demandé, mais en fait, maman, parce que toi, tu nous as dit que c'était juste un gros câlin, c'est pas ce qu'on entend à l'école. Donc j'étais en mode, d'accord, ok, c'est le moment. Et moi, dans ma tête, j'étais, vous savez, comme dans le dessin animé, les émotions, vice-versa, il y avait vraiment cette équipe qui me disait, allez, go Jess, c'est maintenant. Et donc, en fait, je leur ai parlé de la sexualité, qu'elle n'était pas forcément pénétrable, etc. Et donc, il faut dire les mots, le vagin, le phallus, etc. Mes enfants m'ont demandé si c'était la seule façon d'avoir des enfants. Je leur ai répondu que non, qu'il y avait la PMA, l'adoption, l'insémination. Enfin, j'essaie d'être assez large. Il y a juste eu un petit moment gênant parce que mon fils m'a demandé, toi, maman, tu nous as eu de quelle façon? Je dis la version normale. Il y a eu un blanc. On a tous regardé nos assiettes. Et il y a ma fille aînée qui me dit, c'est un peu gênant. Là, c'est un peu gênant. Mais en fait, il suffit juste de dire les choses réellement. Les enfants se posent des questions. Et j'ai envie de dire aux parents qui nous écoutent, les enfants se posent des questions, donc il faut répondre aux questions parce que si on ne leur répond pas, ils vont aller chercher ces questions quelque part. Le corps de nos enfants et encore plus de nos garçons est en mouvement, il se passe des choses et il y a de l'excitation, ils ressentent aussi des choses, donc il faut y répondre. Et c'est vrai que les films pornographiques sont consommés très tôt. Et puis quand on regarde, parce que moi du coup j'ai eu envie de regarder ce qui était proposé dans les films pornographiques, enfin on parle quand même de scènes de je pénètre ma sœur, ma demi-sœur, ma belle-mère, et donc en fait c'est à dire que les enfants ont accès à ça, donc c'est la culture du viol mais aussi la culture de l'inceste. Et donc ouais il y a trop à dire et c'est trop facile, il suffit de dire oui j'ai vraiment 18 ans pour pouvoir accéder. Puis il y a un risque aussi en termes de représentation transphobe, raciste. On le voit, ça fait je sais pas, une décennie que le tag beurette est premier dans les recherches en France. J'ai aussi appris l'autre jour, alors moi j'en avais absolument aucune idée, peut-être que vous le saviez déjà, que chaque fois qu'il y a des vagues migratoires en France dues à des conflits à plein de choses. Il y a des tags avec un coup ukrainienne, un coup syrienne, un coup afghane. Parce qu'il y a en fait toutes sortes de vidéos porno avec des femmes qui viennent demander refuge et machin, voilà, avec des scénarios porno autour de ça. Enfin, il y a des choses quand même assez graves. Nous, on avait ressorti aussi au moment de ce viol antisémite qui a eu lieu il y a 6 mois, je crois, en juin, à Courbevoie. En fait, on avait fait le test à la Fondation des femmes de voir ce qu'il y avait à ce sujet. Et il y avait sale petite juive qui se fait voilà, donc il y en a en fait. Il y a effectivement toutes les formes de discrimination, aussi sur l'âge, sur le poids, sur la couleur, sur l'origine, en fait c'est vraiment une manière de détester, en fait, d'exprimer sa détestation d'une catégorie de la population. C'est je te déteste, donc je te viole. Et du coup, on le voit bien, en fait, le racisme, ça fonctionne très bien. L'antisémitisme, la grossophobie. L'islamophobie aussi, il y a des vidéos. Voilà, voilé, alors voilà, machin, voilé. On la dévoile, machin. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a Et c'est pour ça que les féministes expliquent qu'en fait, les violences faites aux femmes, et le viol est une violence faite aux femmes, c'est pas une excitation d'un amour de l'autre, c'est au contraire l'excitation de la détestation de l'autre. Et donc, je la déteste, donc je veux l'humilier, je veux la rabaisser, je veux la détruire. Et le viol, c'est ça. C'est une entreprise de destruction de l'autre. Et c'est pour ça que ça se combine très bien avec tous les types de discrimination qui existent. Et c'est pour ça que c'est particulièrement les femmes qui sont visées, puisque nous formons la catégorie des femmes, qui est pourtant la majorité de l'humanité, mais est vraiment considérée comme une minorité qu'on peut détester. Mais justement, dans cet extrait Ina, donc de 1974, je ne l'ai pas passé en entier, mais il y avait toute une partie où on demande à ces gars-là qui sont les violeurs. Et ils disent mais c'est des gars qui ont des problèmes, c'est des gars qui sont frustrés. Oui. C'est voilà.
Est-ce que ça fait pas aussi partie de la culture du viol que de toujours se représenter le violeur comme un espèce de monstre qui fait le tour des parkings, un pauvre petit, qui est complètement exclu socialement et qui finalement souffre d'une forme de misère sexuelle. Je me tourne vers toi, Rose, parce que un bon père de famille traite quand même pas mal de ça. J'ai écrit un livre sur ces fameux bons pères de famille qui sont exempts de toute violence faite aux femmes. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se raconte. La culture du viol, c'est aussi considérer qu'il y a des profils de victimes et des profils d'agresseurs et que l'agresseur, c'est toujours l'autre. C'est toujours celui... Alors, quand on accuse un homme, sa stratégie de défense, ça veut dire « oui, mais non, je comprends bien, mais c'est pas moi ». Et donc, après, il va reporter la faute, il va faire diversion sur tout un tas d'autres profils d'hommes, mais c'est jamais lui. Il y a une incapacité quasiment à se représenter comme un homme violent aussi. Ça, c'est de la culture du viol. Et à travers ta page « Préparez-vous pour la bagarre », dont c'est le but initial, mais aussi ton premier essai « Défaire le discours sexiste dans les médias », t'as beaucoup étudié comment on parlait des violences sexuelles et sexistes, alors jusqu'au féminicide d'ailleurs, dans les médias. Oui. On entend souvent sur les plateaux télé des éditorialistes ou même d'ailleurs dans les commentaires d'absolument tous les réseaux sociaux que les féministes voient le mal partout, qu'on peut plus rien faire, que c'est un enfer, une dictature. C'est que les mâles sont partout, mais bon. Comment est-ce que la caricature permanente de tout propos progressiste vient contribuer à cette culture du viol pour toi ? C'est ce que j'explique aussi dans Bon Père de Famille. Alors, pour moi, les bons pères de famille, il faut savoir que ça vient d'une catégorie du droit, catégorie juridique. C'est-à-dire que moi, j'ai signé un bail en Belgique, mais il y en a aussi en France. Et des contrats de location de voiture, c'est encore dedans. Et des contrats de placement d'assurance, c'est encore dedans. Où on s'engage, donc dans le cas de mon bail, à occuper mon bien en bon père de famille. Donc, c'est quelque chose qui a été retiré du droit français en 2014, mais qui reste, puisqu'il y a encore des contrats où il y a ça dedans. Donc, du coup, tu fais pas le ménage. Oui, et non, mais même pour un document de la MDPH pour mon fils, on m'a fait signer un document et il y avait marqué « en bon père de famille ». En France ? En France, oui. Là oui. Mais moi, je reçois des gens pour du télétravail où on leur dit travaillez en bon père de famille chez vous si on vous autorise à faire du... Voilà. Donc, c'est quelque chose de juridique qu'on a tous en partage. Ça veut dire, en fait, ça a été remplacé par de manière raisonnable ou raisonnablement. Donc, je vous laisse apprécier. Mais bon, c'est retiré des textes de loi. Bon, voilà. Ça, c'est le bon père de famille dans sa fonction juridique. Et moi, j'ai essayé de détourner la formule pour parler de patriarcat, mais avec des mots qui me semblaient plus accessibles, et pour parler de groupes d'hommes qui se soutiennent sur les arguments qui se connaissent ou non. Parce que des fois, ça va être aussi un inconnu sur Twitter qui va défendre, je sais pas, je vais dire au hasard, Bertrand Cantat ou Nicolas Bedos. Ils sont payés pour ça, c'est leur job, quoi. Vraiment, le bénévolat. C'est-à-dire s'ils ne se soutiennent pas, il se passe quelque chose à l'intérieur de ton combat principal et ton hobby. Enfin, on le voit, les gars qui sont sur toutes nos pages Instagram, tous les jours, tout le temps. Je ne comprends pas comment ils font, quelle est leur vie, quelle est leur occupation. Mais parce que ils sont très conscients qu'il y a des avancées à freiner. Et donc, voilà, ils se soutiennent entre eux. Et c'est ça, moi, que j'ai appelé les bons pères de famille. Et on parlait tout à l'heure de l'extrait et que ces arguments, on les entendrait plus. Alors, moi, je pense que sur les réseaux sociaux, on les entend encore. Enfin, il suffit d'ouvrir n'importe quelle publication et on les aura. Mais que oui, c'est devenu moins fréquentable, enfin moins acceptable socialement de les dire. Et moi, il y a ce que j'appelle des nouveaux variants d'arguments, parce que ceux-là, comme ils sont ringardisés par des années post-MeToo, il y en a des nouveaux. Et donc, il y a le fameux, c'est impossible parce que c'est un bon père de famille. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le livre. Et je trouve que là, ça va être difficile, après le procès Pellico, d'utiliser cet argument. Carrément. C'est impossible, je le connais bien, c'est un bon père de famille, il est très inséré socialement. Moi, j'ai l'impression que cet argument va prendre du plomb dans l'aile. Et donc, quel sera le prochain ? C'est vrai que ça vient vraiment choquer l'image qui est tellement répandue du fait que s'il y a un homme qui est censé protéger une femme, c'est bien son mari, c'est son compagnon. Et s'il y a un homme, et d'ailleurs c'est un peu ce qu'elle, un petit peu anthropologiquement, ce qu'elle va troquer, c'est-à-dire que tu as des relations sexuelles avec moi et avec que moi, et en échange, du coup, je te protège des autres hommes. Et en fait, ça c'est dans l'imaginaire, c'est pas vrai, mais c'est dans l'imaginaire qu'on peut se faire. Et du coup, là, ce que ça vient vraiment choquer, c'est le fait que, en fait, son propre mari a organisé des viols avec des violeurs. Donc en fait, on a vraiment, ça vient détruire complètement
une idée que les gens quand même se font, que s'il y a un homme qui est censé me protéger des autres hommes, des autres viols avec lesquels je me sens en sécurité, c'est censé quand même être mon mari. Mais en fait, en réalité, non, il n'y a pas qu'elle, malheureusement. Mais il y a une continuité, du coup, entre le fait de laisser dire ou pas ces petites phrases et d'instaurer un imaginaire collectif où l'homme peut vraiment protéger 100% sa femme. Ça, c'est important aussi de démolir ça, peut-être, pour que les femmes soient protégées de façon effective. J'ai un exemple, si vous voulez, sur le continuum, parce que quand on parle de sexisme, on dit qu'il y a un continuum des violences qui va de l'injure sexiste, de la blague sexiste qui diminue la personne et qui va jusqu'au féminicide en passant par les agressions sexuelles, le viol. Ça ne veut pas dire que tout est sur le même plan, mais ça veut dire que accepter une blague, c'est potentiellement agir sur la possibilité qu'un viol advienne. Bon, voilà, ça c'est le continuum. Mais il y a un continuum aussi chez les bons pères de famille. Moi, je pense que adresser, quand on dit vous voyez le mal partout, oui, parce qu'en fait, dès la blague sexiste, dès le contre-argument sexiste envers une victime, on alimente le fait que les crimes puissent avoir lieu. Et je prends un exemple très concret parce que là, c'était un peu théorique, mais j'ai beaucoup parlé de l'affaire Daval. Donc c'est un homme qui a été accusé, qui a été condamné pour le féminicide de sa femme. Et en fait, au départ, il s'est défendu en disant mais non, mais elle est partie faire un jogging. C'est un rôdeur de parking, un rôdeur des bois, la version pavillonnaire du rôdeur de parking quelque part, qui était dans les bois. Il s'est jeté sur elle. Donc c'est lui en fait qui a mis en scène, qui a déplacé son corps dans la forêt, qui lui a mis des baskets aux pieds. Tous les médias ont cru la version du mari, alors qu'ils auraient dû avoir un petit tilt en se disant bon bah il a quand même un point de vue un peu biaisé. Bref, il est condamné, mais sa stratégie, j'avais interrogé des policiers pour faire le livre, me disait les gens se passent le mot, je vais essayer de faire une Daval. Parce que ce qu'ils ont vu comme tentative de se disculper et de faire diversion d'un féminicide pour faire croire que c'est un tueur extérieur, il y a des gens qui le voient. Et qui ne sont pas en train de se dire le soir comment je vais maintenir le patriarcat et la domination masculine sur le monde. Il va juste des modèles. Il voit de manière empirique, il a failli s'en sortir, donc moi je vais essayer de le faire. Et donc même la police appelait ça essayer de faire une Daval. Et ça illustre aussi que oui, dès le premier argument anti-féministe, on autorise la perpétration de crimes aussi au bout de la chaîne. On va poursuivre cette discussion justement des avancées, mais aussi de cette espèce d'illusion selon lesquelles on aurait réussi à absolument tout changer. Et surtout, on va parler des solutions contre cette culture du viol. Ce soir, nous parlons de culture du viol. Et je vous le redis, ce terme n'est pas un gros mot. On essaie de vous l'expliquer ce soir avec les termes les plus accessibles qui soient, en vous parlant des références concrètes dans la musique, dans le cinéma, qui viennent créer cette culture et ses dangers. De façon pratique pour toutes les personnes pouvant en être victimes. Ce soir, j'ai donc réuni autour de la table la militante féministe Jessica Suze, l'essayiste, est-ce qu'on utilise ce terme ? L'essayiste Rose Lamy et Anne-Cécile Maillefer, présidente fondatrice de la Fondation des femmes. Justement, j'aimerais parler avec vous trois qui êtes toutes trois à différents endroits militantes. Est-ce que pour vous, on a avancé depuis MeToo ? Qui tu veux se lance, c'est vraiment... Non, mais je veux bien, mais je pense qu'il faut le dire, oui, que ça a avancé. Est-ce que ça a avancé partout aussi ? Voilà, déjà, est-ce que ça a avancé partout ? Alors déjà, il y avait une statistique qui était sortie... c'était en janvier de l'année dernière. C'était un observatoire qui disait qu'il y avait 14% des Françaises et Français qui n'avaient jamais entendu parler de MeToo. Et ça s'ajoutait à 15% de gens qui ne savaient pas vraiment ce que c'était. Donc ça pose la question de l'accès à l'information et voilà, donc ça c'est déjà une information à prendre en compte. Mais quand même, j'ai l'impression
que sur ce qu'on appelle la bataille culturelle, je ne sais pas vraiment si c'est le bon mot, mais sur la reconfiguration culturelle, en tout cas que MeToo a imposé, on a avancé. Ça se voit dans les œuvres de fiction, ça se voit à grande échelle, ça se voit dans les représentations. Alors effectivement, pas tout le monde. Il y a aussi un contre-courant réactionnaire qui s'organise et qui fait valoir sa résistance et ses nouveaux variants antiféministes. C'est évident. Mais pour avoir beaucoup travaillé sur des affaires d'avant MeToo, comme Quanta, DSK, je me rappelle plus du nom du... Bon bref, peu importe. En ayant un peu travaillé là-dessus, parmi tant d'autres. Je vois bien que les arguments évoluent, que ce serait plus possible, même s'il y a des valeurs qui restent souterraines, des croyances ancrées, par exemple, on parlait de Mazan, l'idée que le mari possède sa femme, on voit que ça, c'est des valeurs qui sont ancrées, même si elles sont plus dites forcément dans les médias ou sur les plateaux de télé, parce que ce serait plus acceptable. On voit qu'il y a ce truc souterrain qui peut continuer. Mais je veux dire, c'est devenu socialement inacceptable. C'est socialement sanctionné maintenant. Donc ça, c'est quand même une avancée d'avoir réussi à faire ça. Je crois qu'il n'y a plus de films qui peuvent être produits avec des scènes qui seraient... Enfin, bon, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Non, attends, c'est plus possible. Quoi. Voilà, bon, voilà. On va pas... Bah non, sans vouloir faire la vieille, c'est sûr que c'était pas mieux avant. Clairement. Et que ça a évolué de manière extraordinaire dans le traitement médiatique des sujets, dans le portage politique des sujets, dans l'engagement. Moi, je me souviens, mais quand j'ai commencé à militer et à être féministe, franchement, les gens, ils me trouvaient super bizarre. Ils disaient, qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi. Et je me faisais challenger énormément. Et aujourd'hui, c'est des choses que je partage beaucoup plus avec plein de personnes qui ne sont pas forcément dans des associations. Et je vois bien qu'en fait, il y a des concepts, des manières de voir, de comprendre les choses qui se sont quand même énormément diffusées et auprès de plein de couches de la population. MeToo, par exemple, est vraiment allé très loin dans plein d'endroits. C'est pas du tout quelque chose qui est parisien, élitiste. Le sujet des violences sexuelles et des violences sexuelles contre les enfants, etc. C'est quand même des choses qui se sont vraiment propagées. Mais c'est sûr que il y a un peu une... Ce qui arrive par ailleurs, c'est à la fois effectivement une résistance à ce changement de plein de gens qui n'ont pas envie que ça change, parce que c'est plein de gens qui ont vraiment concrètement pas intérêt à ce que ça change. Parce que s'il y a encore toutes ces violences et toute cette domination des hommes sur les femmes, c'est bien sûr parce qu'il y a quand même un sacré paquet d'hommes qui n'a pas intérêt à ce que ça change. Donc ça, il faut l'avoir en tête. C'est pour ça qu'ils résistent fortement. C'est pas juste qu'ils n'ont pas compris. C'est qu'au contraire, ils ont très bien compris que si ça allait changer, ça allait quand même être plus difficile pour eux. Je pense par exemple aux hommes en politique, parce que l'Assemblée nationale, par exemple, c'est 577 députés. S'il y a plus de femmes, si les femmes vont mieux, si les femmes sont solidaires, si les femmes sont pas violées, diminuées, etc., en fait, ça fera quand même des sacrées concurrentes. Et il n'y a que 577 sièges. Donc c'est des choses qui sont très concrètes. C'est pas juste j'ai pas compris. Mais il y a aussi, parallèlement à ça, donc ça c'est des personnes assez détestables, on va dire. Mais il y a aussi parallèlement à ça, parfois, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de voir le féminisme, de voir nos combats et de défendre des idées. Mais c'est vrai que parfois, j'ai aussi un peu peur que toutes ces avancées, elles aillent aussi un peu pas forcément dans la bonne direction, ou en tout cas pas aussi loin qu'on aimerait qu'elles aillent, y compris parce que au sein du mouvement féministe, il y a parfois des idées différentes sur les choses. Par exemple, le consentement ou d'autres choses comme ça qui peuvent aussi parfois nous alerter. On se dit, mais en fait, c'est peut-être pas la bonne direction, là. On a envie de faire changer les choses, on a envie d'y aller, mais attention, on va où, en fait? Donc, voilà, c'est des dangers, entre guillemets, qui viennent à la fois des résistances et puis aussi de notre propre camp, de parfois pas faire les bons choix stratégiques. Jessica, pour toi, ça a avancé depuis MeToo? Tu as vu des changements concrets autour de toi? Moi, là où le changement, je pense que je décide de le voir, c'est surtout dans ce qui se passe entre nous, entre femmes. Entre personnes victimes et tout, il y a vraiment... Et je pense que c'est ça aussi qui leur fait peur. Je veux dire, depuis toujours, ils ont toujours voulu diaboliser les amitiés entre femmes, ils ont toujours voulu diaboliser les relations, ce qu'on pouvait créer, nous, entre femmes. Déjà, nous diaboliser, nous, nos corps, la chasse aux sorcières, etc. Mais il y a aussi cette volonté de diaboliser les liens entre femmes. Et parce que...
aujourd'hui, je vois bien qu'on crée beaucoup d'espace en non-mixité. Ça leur fait peur de dire, mais comment ça, les femmes se réunissent entre elles et nous, on n'a pas le droit d'y être, pardon. Oui. Et donc ça leur fait peur. Et moi, c'est ce que je vois. Je vois que vraiment, il y a de plus en plus de choses qui se passent entre femmes. Et du coup, je vois qu'il y a une sororité qui naît, qui grandit de plus en plus, dont on a besoin. Et si à côté, ils réagissent, c'est parce qu'on avance, nous aussi. On l'a vu récemment avec cette fête d'Halloween il y a 2 semaines, organisée par la créatrice de contenu Clarification, d'ailleurs, je ne sais pas comment, s'il faut le prononcer en anglais ou en français, mais écoutez, on est international ici. Et elle a donc fait cette fête en non-mixité qu'elle fait depuis plusieurs années, depuis 2-3 ans, je crois. Et donc, elle a fait une bringue, donc une fête pour tout le monde sauf les hommes, globalement, à Paris. Et cette fête a été attaquée par des tirs de mortier par des masculinistes. Donc c'est clairement un attentat masculiniste. Heureusement, il n'y a pas eu de décès à déplorer, mais il y a quand même eu des blessés. Et quasiment rien dans la presse, quoi. Puis en plus, ils ont même minimisé, ils ont parlé de coups d'artifice. Ouais. Enfin, je veux dire, ils ont même... Ils ont rendu ça un peu festif. Bah ouais, en mode c'est cool, ils voulaient juste faire la fête. Et c'était pas la première fois d'ailleurs que ces bringues étaient attaquées. J'aimerais bien qu'on parle justement de ce retour de bâton, de ce backlash, parce qu'à nouveau, on l'a fait à l'international. Il y a eu l'élection de Trump récemment aux États-Unis, et voici comment certains influenceurs masculinistes ont réagi. Hey bitch, we control your bodies. Guess what? Guys win again. You will never control your own bodies. Your body, our choice. En gros, pour les personnes qui ne parlent pas anglais, ça fait « et les salopes ». Voilà, regardez qui a gagné à nouveau, ce sont les hommes. Vous ne contrôlerez pas votre corps, notre choix. Donc ils ont repris ce slogan « Mon corps, mon choix ». C'est absolument glaçant de voir cette joie soudainement exulter. Vous l'aviez vu passer cet extrait, Rose ? Ouais, bien sûr, je l'avais vu passer. T'es étonnée de voir ce genre de témoignage de joie ? Pas du tout. Pour fréquenter les réseaux sociaux en tant que féministe, vraiment, je suis pas du tout étonnée. Et puis, en plus, je les suis un peu en sous-marin, donc je savais très bien. Je sais très bien qu'il y a une frange de la population qui n'attendait que ça. En France aussi, il y en a. Non, pas du tout étonnée. Mais quand même, je vais avoir une petite note d'optimisme. C'est peut-être complètement délirant et du déni total. Mais il dit les hommes gagnent à nouveau. Win again, et ça veut dire qu'ils ont perdu à un moment donné. Et je trouve que ça, c'est pas à oublier. En fait, s'il y a une réaction, c'est qu'il y a une poussée d'idées progressistes, féministes, enfin progressistes dans leur ensemble, dont le féminisme, qui les a accablés, qui les a acculés, à mauvais titre, parce qu'ils se sentent tellement attaqués, ils ressentent tellement l'agression qu'ils pensent être des victimes de ce mouvement-là, alors que de manière matérielle et structurelle, ils restent les dominants. Mais j'ai envie de voir dans ces réactions un peu de fébrilité, quoi, un peu de peur du danger. Voilà, c'est peut-être complètement le déni qui parle, mais il ne faut pas le voir comme un retour exact à l'avant MeToo, quoi. Ça veut dire que s'ils ont flippé à ce point, qu'ils sont organisés structurellement et qu'il y a ce backlash-là, c'est aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé. Pas forcément politiquement, on est d'accord, mais culturellement encore. Et je parle de culture avec un petit C, dans la manière dont les représentations du quotidien ont évolué. Ils sont sentis en danger. L'idée du féminisme, et c'est pour ça que ça s'appelle féminisme, c'est de venir rehausser la femme pour la mettre à égalité, enfin, avec les hommes. Aussi bien dans les lois que dans les faits. Le masculinisme vient à l'encontre de ça pour éviter que cette égalité n'advienne et créer un combat des hommes en leur disant que voilà, le féminisme vient déviriliser la société, vient leur prendre leurs droits, vient les rendre malheureux, vient créer chez eux de la violence sexuelle ou leur faire courir le risque de fausses accusations. Enfin, il y a plein de choses, c'est assez tentaculaire. Est-ce que ce mouvement, on le voit infusé actuellement jusque, je sais pas, dans les décisions politiques, sur les plateaux télé, etc. Est-ce qu'il a des conséquences concrètes dans le débat public en France ? Le premier masculiniste de France, c'est quand même Zemmour.
qui est quand même devenu candidat à la présidentielle. Bon, il n'a pas fait un score énorme, mais il a quand même fait un petit score. 7% quand même. Voilà. C'est quand même lui qui avait écrit, je pense que c'est le premier essai masculiniste en France, à mon avis. Il avait écrit Le premier sexe. Et c'est vraiment un pamphlet masculiniste. Il explique, il théorise, c'est-à-dire qu'en fait, il y a différents types de masculinistes. Il y en a qui intellectualisent encore plus que d'autres, on va dire. Et donc lui, clairement, voilà, sa théorie, et ça se ressent dans tout ce qu'il a dit ensuite politiquement, parce qu'en fait, ses positions politiques ne sont que la traduction de cette vision du monde homme-femme, du fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, Anna, le problème de la dévirilisation, et lui il le met sur nos sociétés, la dévirilisation de l'Occident par rapport à d'autres zones géographiques du monde qui, eux, assument pleinement d'avoir des testicules. Et nous, à cause des féministes en France et en Europe, on s'est affaibli, on a perdu en prestige, on a perdu économiquement, et donc il faut reviriliser tout ça. Et ça, c'est un courant en fait politique que lui il a théorisé dans ce livre, mais qu'on retrouve vraiment. C'est vraiment ce discours, cette toile de fond en fait, qui se joue aujourd'hui mondialement. Et c'est pour ça que moi, je pense que le féminisme est un enjeu mondial, et c'est un enjeu essentiel. Et il faut absolument que tout le monde, mais y compris les hommes démocrates, attachés à l'état de droit, attachés à la paix, attachés à l'environnement, soient derrière nous, parce que ce mouvement mondial, c'est Poutine. C'est Javier Milei en Argentine, c'est en Corée du Sud, c'est aux États-Unis maintenant. C'est vraiment des dirigeants politiques hommes qui théorisent l'importance d'exercer le pouvoir d'une manière extrêmement virile, extrêmement masculine, de rejeter les idées féministes qui sont vues comme des idées qui viennent affaiblir les économies, les pays, etc. Et évidemment que dans leur manière d'exercer le pouvoir, on est sur des autocrates, donc ça veut dire on est sur des personnes qui ont un exercice du pouvoir qui est très autoritaire, à écrabouiller les minorités, quelle qu'elle soit, à écrabouiller l'environnement. Là, on a vu Trump, il a déjà dit qu'il allait... le réchauffement climatique, je vais virer la météo, c'est comme ce qu'il a dit. Donc, il va virer l'Office américain de la météo. Enfin, oui, ça me dérange, je dégage. Et donc, c'est vraiment une manière d'exercer le pouvoir, une manière de voir les relations internationales, de voir l'économie. Et ce masculinisme-là, il a donc effectivement des traductions très concrètes au niveau politique. Et puis, il y en a d'autres, comme on l'a aussi vu, malheureusement, aussi des attentats, des choses comme ça, qui peuvent aussi se passer contre les femmes et les féministes. Ouais, je mettrais juste une petite nuance sur la division genrée sur ce sujet-là, parce qu'en Italie, c'est une femme, et en France aussi, c'est une femme qui porte ces discours-là. Donc voilà, dans la manière de se reconfigurer aussi, même la lutte antiféministe peut être portée par des femmes, et dans les médias aussi. Donc voilà, ça s'appelle le fémonationalisme. On n'aura pas le temps d'en parler, et puis j'en suis pas experte, mais je vous invite à vous renseigner aussi sur ce concept, parce que c'est pas si simple malheureusement, et il faut quand même pouvoir le lire. Moi, du coup, sur ça, j'ai un peu une idée un peu plus. Pour moi, les personnes d'extrême droite ne sont pas féministes. Et donc, du coup, bien sûr que du coup, il y a des femmes qui servent le patriarcat parce que c'est comme ça, parce qu'ils ont tellement bien réussi leur coup qu'ils ont réussi à avoir aussi des soldats, des petits soldats aussi qui sont des femmes et qui nous portent préjudice et sont autant mauvaises et méchantes que les hommes. Parce que oui, les femmes sont aussi capables d'être mauvaises et méchantes. C'est pour ça qu'à chaque fois, ça m'énerve quand j'entends oui, mais les femmes aussi. Bah oui, grande nouvelle. Et alors enfin, genre, et alors, on n'est pas des choses toutes douces où la haine et la colère et la méchanceté ne peuvent pas sortir de nous. Enfin, je veux dire... donc voilà. Mais c'est vrai que... Enfin, moi, quand j'ai vu la vidéo, moi, ça me... Merci. Ouais, ça me choque, mais c'est surtout que, moi, ma protection à moi, parce que du coup, nous les femmes, et ça c'est important que les hommes l'entendent, c'est que nous, en fait, on crée des façons de nous protéger des hommes, et pour certaines, dont moi, c'est la misandrie. Donc j'ai fait le choix d'être misandre, non pas que la misandrie, c'est pas la haine des hommes, c'est le bouclier pour se protéger des hommes. Et souvent, donc moi quand j'ai mis, en fait, du coup là ma misandrie, je l'aime parce qu'elle me permet de me protéger. J'ai reçu des messages qui me disent, en fait, tu vaux pas mieux que lui.
Non, mais en fait, lui veut contrôler le corps des femmes, les femmes qui sont victimes de viol, les femmes à qui on force, on interdit l'avortement, etc. Donc je veux dire, on n'est pas du tout... Enfin, la misogynie, c'est la haine des femmes. La misandrie, c'est la protection pour que nous, on puisse se protéger. Donc si ma misandrie te dérange, pose-toi la question, pourquoi j'ai besoin d'être misandre ? Et éduque-toi. Puis la misandrie, au pire, peut les agacer, les blesser. Voilà, la misogynie tue. Bah oui, et viol. Donc non, c'est pas pareil du tout. Avec ta cofondatrice d'Embrasse le Monde, Léna Ben-Hamed, vous faites... je vous ai vu sur des télés, dans des endroits avec de l'adversité. Comment justement vous répondez frontalement à ces gens qui portent des discours assez violents à l'égard des femmes? Parce que vous n'hésitez pas à aller au combat. Non. Vous n'allez pas juste sur France 5, Télérama, quoi. Vous allez sur Touche pas mon poste, tout ça et tout, répondre. Ouais, Comment BFM vous faites aussi et tout. En fait, nous, on les méprise, ces gens-là. Donc, en fait, à partir du moment où tu t'excites devant toi parce qu'on est en train de dire que non, c'est pas normal de violer, que t'es devant en train de t'énerver dans tous les sens, on s'en fout de ton énervement. Parce qu'en fait, le plus grave, c'est pas que tu sois énervé, c'est que les femmes meurent et soient victimes de viol, les femmes et les enfants. Donc, en fait, tu peux t'exciter comme une puce, faire ton hystérique. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? Genre, super, pose-toi des questions si ça te rend dingue à ce point. Donc nous, on a ce feu-là, en fait, et on est, comme on est toutes les deux, et dans ces cas-là, on se sent, on sait qu'on est d'accord l'une avec l'autre, on est en raccord, et donc ça nous donne encore plus l'énergie, et de se dire, tu peux t'exciter autant que tu veux, nous, dans nos positions, on sait pourquoi on a ces positions-là. Vous embrasez les plateaux. Et on embrase le monde. Bah oui, c'est pas pour rien qu'on s'est appelé Embrase le Monde. On va écouter Johanna tout de suite sur Move avant de reprendre la discussion par rapport à l'affaire qui a pas mal, qu'on a pas mal évoqué depuis le début de cette émission, l'affaire Pélico. Et vous êtes toujours dans Tunnel. Ce soir, nous discutons de la culture du viol avec mes invités Jessica Suze, Rose Lamy et Anne-Cécile Maillefer. Et je vous propose à nouveau d'écouter un petit extrait de cette archive INA de 1976. Qui sont les violeurs d'après vous? Les détraqués, certainement. Les gens refoulés. Uniquement? Je pense pas que quelqu'un d'équilibré pense à violer une femme. Des types en manque. Oh, des personnes qui sont pas normales. Des types détraqués, des types en manque, des personnes qui ne sont pas normales. Ce serait, selon la société de 1976 en tout cas, selon l'échantillon interrogé et retranscrit dans cette vidéo de Lina, le profil type du violeur. Pourtant, l'affaire Pélico nous montre une galerie de visages qui finalement ressemble à Monsieur Tout le Monde, et ça semble, la redescente a semblé assez brutale en France à ce sujet. On a vu finalement pour paraphraser un peu Hannah Arendt, et la jouer un télo en calendrier, la banalité du mal. Pourquoi les gens ont été aussi choqués de voir tous ces profils à la banalité confondante qui ressemblent, et qui étaient d'ailleurs le boulanger du coin, le voisin, le papa sympa, le docteur? Les gens, en fait, je pense que nous, ici, personne n'a été étonné. Voilà. Mais les gens, en fait, malheureusement, ils sont dans une bulle du quotidien. Travail, boulot, etc. et tout. Et quand... du coup, en fait, c'est nous, on le sait parce qu'on va vers les affaires, on va creuser pour essayer de comprendre, etc. Mais là, c'est comme si l'affaire des violeurs de Mazan, elle est venue dans la vie des gens par les médias, etc. Et donc là, les gens, ils sont tombés face à plus de 80 violeurs, qui est Monsieur Tout le Monde, des viols qui ont été commandités par le mari de la femme, et ils se sont dit « Oh, mais c'est horrible !» Elle n'est pas protégée par son propriétaire. Et en fait, ça veut dire que c'est tout le monde, que c'est le boulanger, le monsieur à qui j'achète le pain, c'est un violeur, etc. Et donc, c'est vraiment un truc qui a explosé dans la vie des gens comme quelque chose de... Mais mon Dieu, c'est horrible. Et est-ce que ça se produit? Est-ce que c'est une affaire unique, isolée et tout? Et donc, on est là, non. Parce que quand on voit que des hommes ont demandé à chaque fois, j'oublie son prénom. Comment il s'appelle? Dominique, voilà. Moi, mon cerveau, les prénoms, je veux rien savoir. Il y a des hommes qui lui ont demandé, comment tu fais? Et donc, il a donné ses astuces. Qui voulait violer sa mère, qui est jugée cette semaine. Voilà. Et il y en a un aussi qui avait posé la question pour comment faire possible pour faire violer sa femme, etc. Comment tu fais, etc. Donc, les gens, ils ont juste
welcome, en fait, parce que la vie, voilà, vous étiez dans une bulle, maintenant cette affaire vous a sorti de cette bulle. Moi, ce que j'espère, c'est que cette bulle qui s'est ouverte, du coup, aux yeux de tout le monde, reste ouverte. Et pas une fois que le procès sera terminé, qu'on retourne encore dans l'ancienne bulle. Et ces accusés sont nombreux, ils commencent à créer des liens entre eux. On a vu qu'ils partageaient des posts cigarettes, des rires sur les bancs, etc. Parce qu'ils sont évidemment très nombreux dans la salle d'audience. Et de nombreuses journalistes et photographes qui sont sur place, parce qu'évidemment, c'est beaucoup des femmes qui ont été dépêchées là-bas, qui viennent se surtraumatiser. Ça, c'est encore un autre souci. Elles ont été soumises à des invectives parfois de ces accusés qui vraiment clairement prennent la confiance, se sont permis des menaces même parfois. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Rose, ce boys club et le fait que même sur le banc des accusés, ils arrivent encore à faire les marioles et à risquer de se foutre encore plus dans la merde? Parce que je crois qu'ils ont une incapacité à se penser comme des violeurs et comme des hommes coupables de viol. D'ailleurs, on le voit dans leur défense, il y a viol et viol. Oui, mais on m'a donné l'autorisation, je l'ai fait sans intention. Donc on voit qu'il y a une incapacité à... Peut-être une méconnaissance de ce que c'est aussi, et une incapacité à se penser coupable. Donc, quand on se pense accusé à tort et qu'on trouve d'autres hommes accusés à tort, on crée une solidarité, ouais. Je pense qu'ils pensent vraiment qu'ils ne sont pas violeurs et qu'ils sont victimes d'une injustice, donc ils se serrent les coudes entre eux, quand bien même des vidéos prouvent les viols, et c'est ça, moi des fois, il me manque une case du logiciel, hein. Il me manque un truc. Ça, vraiment, c'est quelque chose que je ne comprends pas, cet entêtement dans le déni alors que les images sont là. Mais je crois que ça veut peut-être dire quelque chose de plus profond sur la manière dont la société envisage les hommes violents. Et j'en parle aussi dans le livre de cette idée de la monstruosité, où c'est hyper facile et la société fonctionne mieux si on pense que la norme, c'est la bonne entente entre les genres et qu'on a des éléments perturbateurs qui viennent brouiller cette bonne entente. Donc ça va être les monstres, les loups, les étrangers aussi, parce qu'il y a une dimension raciste. C'est plus facile de vivre le monde comme ça, comme une norme de bonne entente entre les genres. Et puis, il y a quelques accidents, quelques dérapages, on dit souvent dans les médias. Voilà, c'est une lecture du monde rassurante. Et ces affaires-là viennent complètement casser ce mythe, parce que ça va se loger dans le quotidien et pas du tout dans des figures monstrueuses, parce que il va y avoir des pères intégrés, des gens sympas. J'ai acheté mon pain avec lui. Donc, c'est sidérant, en fait. C'est très dur de voir la vérité en face après avoir été tant de temps dans une croyance contraire, quoi. Est-ce que tu penses que cette culture du viol, qui, si je résume un petit peu ce qu'on a pu dire depuis le début de l'émission, nous montre des hommes tout à fait normaux qui vont faire de façon tout à fait acceptée, qui vont être auteurs de violences sexuelles et sexistes à travers des œuvres culturelles, dans des films, dans des chansons. On citait l'exemple de Johnny, Requiem pour un fou, mais aussi donc de scènes de viol dans les films, à qui on va pardonner aussi en tant que personne privée mille et un sévices, mais aussi ces moments où on va choisir d'écarter ceux qui font des choses considérées comme vraiment trop graves du commun des mortels. Donc le fait, de normaliser certains actes, et quand les actes sont vraiment considérés comme trop graves, de faire passer leurs auteurs pour des monstres. Est-ce que ça empêcherait pas aussi les femmes de faire A plus B et de se dire, OK, il y a une vraie culture autour de nous qui encourage ça, et quelque part, est-ce que ça les rendrait pas encore plus susceptibles d'être victimes de tout ça? Cette question était tentaculaire, mais le sujet l'est aussi. J'essaye, alors j'espère que j'ai bien compris, mais je pense que... Donc là, moi, je parlais des hommes qui ont une incapacité peut-être à se penser comme des hommes violents, parce qu'on a construit la figure du monstre, et que du coup, en cas de culpabilité, on bascule de ce que moi j'appelle les bons pères de famille à la figure du monstre. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'idée qu'on puisse être quelqu'un de bien et traversé par des attitudes misogynes ou des personnes qui vont commettre des violences. Alors, si ça c'est valable pour les hommes, je pense que c'est valable aussi pour les femmes. Il y a une grande difficulté, et il y a probablement beaucoup de résistance aussi, à l'idée de se dire que ça peut être nos proches.
nos meilleurs copains, nos enfants, nos cousins, tous les membres de la famille, les pères. Ça, c'est très difficile aussi. Donc, on peut aussi, nous, en tant que témoins de ces affaires-là, se dire, moi, j'ai envie de croire à l'histoire qui me dit que c'est pas eux et que c'est d'autres gens, qu'il faut obligatoirement un dysfonctionnement pour agir de cette façon-là. Donc, c'est valable, je pense, des deux côtés. Je ne sais pas si c'était ta question. Si, c'était globalement ça, pour justement revenir sur ce résumé et comment toute cette culture engendre un danger. Je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai cité dans le livre, je ne me rappelle plus, mais c'est une forme de philosophie de se dire que les mauvaises choses arrivent pour des bonnes raisons et qu'on a besoin de mal croire. pour un bien. Le karma. Non, c'est pas exactement ça, mais vous regarderez. Tout ça, ça donne le karma, entre autres, ouais. Voilà. Mais en tout cas, on a besoin de lire les événements brutaux et violents, de leur donner un sens. Et le sens le plus simple, c'est de dire soit qu'elle l'a mérité, soit que c'était un accident, soit que c'était pas la norme, quoi. Ce qu'on voit, c'est que depuis MeToo, on a compris qu'il n'y avait pas de victime, de profil type de la victime, puisque beaucoup de femmes avec des profils très différents ont pu parler. Là, une affaire comme cette affaire communément connue sous le nom d'affaire Pellico, elle montre qu'il n'y a pas de profil type du coupable, de l'auteur de violences sexuelles sexistes. C'est quelque chose de difficile à entendre, je pense, pour la société. Mais par contre, si je peux me permettre par rapport à ta question, je pense que ce que apporte l'affaire des viols de Mazan, c'est aussi le fait que c'est Gisèle Pellico. Parce qu'en fait, c'est un viol en réunion, en quelque sorte. Donc effectivement, il y a l'idée de tous ces profils d'hommes, de tous âges, etc. Mais là, on voit quand même une victime qui ressemble pas du tout à l'idée qu'on peut se faire d'une victime de viol. Parce qu'en fait, dans l'imaginaire, on a un imaginaire de violeur de parking, mais on a aussi un imaginaire sur les victimes, qui l'ont quand même un peu cherché. Donc, elle l'a un peu cherché. Pourquoi ? Donc, c'est pas ce que je pense. C'est la culture du viol qui dit, elle l'a un peu cherché parce qu'elle est jolie. Elle a un peu cherché parce qu'elle a une jupe un peu courte. Elle l'a un peu cherché parce qu'elle est sortie tard. Elle l'a un peu cherché parce qu'elle est jeune. Donc, aguicheuse, forcément. Elle l'a un peu cherché pour plein de raisons. Et puis, elle n'a pas de mec. Et puis, elle est sortie dans un bar. Donc, ça veut bien dire qu'elle voulait coucher. Donc, du coup, elle est violée. C'est hyper logique. Et bref. Et là, on a un profil de victime qui est un peu la femme parfaite dans le patriarcat. C'est une mère de famille qui a élevé 3 enfants, qui a travaillé, qui était toute gentille avec son mari, toute gentille avec ses enfants, qui est restée bien mariée à son mari, qui a eu un seul homme dans sa vie à peu près, c'était son mari, qu'elle a aimé jeune, avec qui elle est restée. Donc on est vraiment sur... c'est une femme blanche, de la classe moyenne, qui a un petit pavillon. Enfin, on est vraiment dans Madame tout le monde. Et donc, c'est pas que c'est des violeurs, monsieur tout le monde, mais c'est cette victime et madame tout le monde. Et donc, tout d'un coup, en fait, leur stratégie à eux, elle marche pas. La stratégie de défense des violeurs, elle est très difficile pour eux, parce que, à la différence d'autres viols dont on peut entendre parler, les actrices, par exemple, dans l'imaginaire collectif, les actrices, même il y a des centaines d'années, les actrices, c'était, on confondait le métier d'artiste et les femmes prostituées, par exemple. C'était à peu près, les mademoiselles, c'était à peu près le même nom. C'était des femmes de petite vie. C'était les artistes, les femmes artistes, quelque part, elles sont un peu à la marge, elles font différemment, elles n'ont pas forcément de stabilité familiale, affective, etc. Là, c'est pas comme Weinstein, quoi. Là, on est sur un autre profil. Et donc, c'est aussi ça, je pense, qui a fait que énormément de femmes en France se sont identifiées à elle. Et à nouveau, c'est aussi ça qui a fait que la défense des violeurs s'est un peu heurtée à son image quasiment de sainteté, quoi. Et pourtant, malgré effectivement cette irréprochabilité de Gisèle Pellico, qui effectivement ne correspond pas à ces standards de la femme qu'il a bien cherché, qu'on a toujours essayé de coller à chaque femme qui parle publiquement, certains continuent à nier. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait été crue s'il n'y avait pas eu les vidéos ? Ah bah c'est sûr que non. Non, c'est jamais. sûr que non, mais il faut quand même dire que la défense a essayé. Mais oui, ils ont quand même essayé de la salir en disant qu'elle avait fait des photos érotiques, suggestives, qui pouvaient donc laisser penser que... Donc c'est vrai que ça a été inaudible, vraiment, ça a été terrible, parce qu'effectivement son profil... Alors qu'en réalité, pour nous féministes, par exemple, quand on voit ce genre de photos, quand on entend dire qu'elle a fait ses photos avec son mari, évidemment que pour nous, on dit, bah oui, son mari
c'est un agresseur, c'est un violeur, évidemment qu'il va faire en sorte d'essayer le plus possible de lui faire des trucs hyper dégradants avec son consentement. Il va essayer de le faire, puisque c'est un agresseur. Donc on sait très bien que les agresseurs vont tout faire pour arriver à leur fin. Et si en plus on peut être d'accord et joyeuse avec le fait qu'on est en train de faire des trucs hyper dégradants pour nous, limite ça peut les exciter aussi. Donc en fait, voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais j'allais dans ton sens, Rose. Non, c'est juste que je trouve la démonstration de la bonne mère de famille, c'est génial en fait, en opposition au bon père de famille, et c'est bien vu comme formule, j'aime bien. Et non, mais c'était juste pour dire que malgré ça, malgré le profil inattaquable de loi blanche un peu comme on peut lire parfois dans la lecture des affaires, et ben malgré ça, ils ont quand même un peu tenté le coup. Je pense que voilà, mais tu sais, sur le passé sexuel des victimes, ça fait partie des choses où nous, à la Fondation des femmes, donc on essaye de... Enfin, on travaille avec une 50aine d'associations pour... on demande une loi intégrale contre les violences sexuelles pour un peu faire vraiment progresser la France et nos institutions, parce qu'on voit bien que là, il y a un gros problème en France sur le traitement. Et donc, typiquement, sur le fait d'examiner le passé sexuel des victimes pour essayer de le retourner contre elles, c'est quelque chose qu'on essaye d'aborder dans les travaux qu'on fait. Jessica, tu as vu passer, j'imagine, comme toutes les personnes très présentes sur les réseaux sociaux, les images de stories, notamment d'avocates de la défense, qui cherchent complètement à décrédibiliser la victime et qui s'en moquent même. Ouais. On a vu une des avocates, qu'on ne citera même pas d'ailleurs, qui fait une vidéo sur « Wake me up before you go », réveille-moi avant de partir. Quelle a été ta réaction à ce moment-là ? Ouh là là, tu veux vraiment savoir quelle a été ma réaction ? T'as cassé ton iPhone. Non, mais une réaction hyper violente. Parce que, en fait, moi, je pense forcément à Gisèle, à toutes les victimes qui voient ces vidéos. Moi, quand je parle des victimes, je parle des femmes, mais je parle aussi des enfants. Parce que souvent, en fait, on a tendance un peu à souvent mettre la lumière sur les femmes victimes de viol, mais on oublie beaucoup les enfants. 1 sur 10, on le rappelle. 1 sur 10, et il y a quand même 3 par classe d'inceste. Donc en fait, on oublie beaucoup les enfants. Et je me dis, mais comment c'est possible ? Enfin, vraiment... Elle est là, je me dis, mais en fait, tu fais ton travail. Chacun choisit son travail, il n'y a pas de souci. Tu as choisi de faire un travail pour défendre des agresseurs, c'est... Ah, vas-y, ils ont le droit d'être aussi représentés et défendus, il n'y a pas de problème. Mais de là à humilier la victime, mais pardon, t'es qui ? En fait, non, mais ça pose la question effectivement des avocats et des avocates et de la manière dont ils exercent leur profession. Et elle, comme moi, ça fait tout de suite penser à Éric Dupond-Moretti, qui, quand il était, il est redevenu d'ailleurs, je crois, mais quand il était avocat, en fait, il faisait pas que défendre. En fait, ils font pas que défendre, parce que tout le monde a le droit d'être défendu. Moi, j'y tiens, c'est normal, voilà. Mais en fait, il y a une différence entre défendre ton client et défendre la culture du viol. Entre défendre ton client, par exemple, Dupond-Moretti qui a quand même plaidé l'inceste heureux. Alors, parce que c'est le cas d'un père avec sa fille, et en plus après ils se sont... voilà. Et... il peut essayer de défendre son client et trouver des circonstances atténuantes, pourquoi pas. Mais de là à défendre un concept sociétal d'un inceste qui pourrait être heureux, ça déborde complètement le cas de son client et ça devient quelque chose d'extrêmement, violent, quoi, dramatique pour la société. Mais c'est là que je trouve, de ce qu'on a pu voir, que l'avocate de Dominique Pellicot, en elle-même, défend avec beaucoup plus de dignité et a beaucoup plus d'ailleurs de respect pour Gisèle Pellicot que d'autres avocats de l'affaire, bon, notamment évidemment celui qui avait aussi dit qu'il y avait viol et viol. Enfin, je veux dire, on est face à des images qui sont assez terribles. Est-ce que pour vous, il y a un problème de limite de moralité en fait sur la façon de défendre ? Oui, je pense que cette personne, en fait, moi vraiment face à des gens comme ça, moi je suis dépassée. Vraiment, je me dis, mais là, je me sens mais totalement dépassée. Parce que, en fait, cette personne qui se moque de Gisèle Pellicot, ça peut aussi lui arriver. Et en fait, en tant que quand on est une femme, quand on est un enfant, on est la proie. On est vraiment, ça peut nous arriver. N'importe quand, n'importe qui, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quelle femme. On l'a vu du coup avec Gisèle, et qu'elle est là à se moquer. Je me dis, mais en fait, t'as rien compris. Défends ton client. Mais pourquoi faire ? Vraiment, genre, j'aimerais bien m'asseoir en face d'elle, lui dire, mais pourquoi faire ? Genre, tu te sens bien quand tu fais ça ? Genre, qu'est-ce que toi, tu ressens
en agissant comme ça, en humiliant une femme victime de viol? Tu cherches quoi? Vraiment, tu te sens comment? En fait, moi, j'ai plus des questions comme ça. Quand je vois ce genre de vidéo, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi faire? Vraiment, c'est la question. Je me dis, mais tu gagnes quoi à faire ça? Tu te sens bien après quand t'as raccroché ton téléphone, t'as posté ta vidéo, tu te sens bien? Ça va? Tout va bien? Enfin, vraiment, moi, j'ai que des questions. J'ai rien de théorique à dire je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Genre, c'est quoi son... Tu veux quoi? La question que je me suis souvent posée, c'est en fait si toutes ces femmes, que ce soit des femmes qui militent contre nos droits sur les réseaux, parce qu'il y en a beaucoup, ou des avocates comme ça, c'est qu'en fait c'est pas des personnes qui sont dépolitisées et qui sont complètement inconscientes du sort des femmes. J'ai l'impression que ce sont des femmes qui se disent, si moi je me mets, j'ai vu à quel point les hommes sont violents, si moi je me mets de leur côté, je serai protégée. Oui. Alors que non, en fait, c'est comme quand t'es racisé et que tu vas défendre le RN et qu'en fait, tu finis comme Tanguy David. Tu resteras tu dois noir et sortir de chez Zemmour parce qu'il y a trop de racisme, évidemment. Ouais. On va reprendre cette discussion sur l'impact sur les victimes de ces défenses, mais aussi, évidemment, des faits, tout simplement, et les solutions concrètes. T'évoquais la loi intégrale tout à l'heure, Anne-Cécile, on va y revenir. Et nous sommes presque au bout de ce tunnel, mais bien loin, malheureusement, de voir la lumière pour l'instant sur ces sujets, même si on espère que ça devienne le plus vite possible. Ce tunnel sur la culture du viol avec mes invités d'exception, je dois le dire, Anne-Cécile Maillefert, Rose Lamy et Jessica Suze. Quels sont les impacts de ces violences sexuelles sur les victimes? C'est la question que j'aimerais qu'on se pose. Pour ça, j'ai interrogé la psychologue spécialisée dans les violences sexuelles et sexistes et également chanteuse qui utilise l'art pour faire avancer les choses, Louisa Donna, qui a pris le temps bien gentiment ce matin de m'expliquer. Je vous résume un peu sa pensée, que les violences sexuelles vont imposer quelque chose de tellement violent au cerveau que ça va venir engendrer des séquelles directes. Et d'ailleurs que ça peut aussi expliquer pourquoi très souvent on se sert en fait de ces traumatismes sur le cerveau pour ne pas croire les femmes, puisqu'en fait elles n'enregistrent que des bribes de souvenirs tellement ça peut être choquant pour s'inscrire dans le cerveau et pour être décomposé, décanté et correctement conscientisé, ce qui peut donner parfois des discours décousus, des discours parfois tardifs qui sont compliqués à construire. Mais en tout cas voilà, des générations de femmes et d'enfants aussi, tu le soulignais Jessica, traumatisés par les violences sexuelles. Et t'en parlais d'ailleurs tout à l'heure Anne-Cécile, tu disais oui, il y a tant de sièges à l'Assemblée nationale et il serait important que les hommes puissent quand même bien les garder. C'est ça aussi en fait, moi je crois qu'il y a quelque chose au-delà même des différences salariales dont on parle parfois ou des différences d'égalité des chances avec lesquelles viennent aussi jouer d'autres déterminants comme la classe sociale ou les origines. Mais en fait, il y a un enjeu aussi. C'est que des générations entières de femmes qui subissent des violences sexuelles, ça fait des générations entières de femmes qui décompensent des maladies mentales, des générations de femmes qui doivent gérer leur traumatisme et prendre du temps pour ça, et des générations de femmes qui, du coup, ne peuvent pas construire tout ce qu'elles ont envie de construire dans la société. Jessica, tu voulais parler, toi, des impacts des violences sexuelles et sexistes sur les femmes? Il y a un impact aussi génétique, c'est-à-dire qu'on transmet nos souffrances à nos enfants. Donc déjà, c'est-à-dire que quand on vit des traumatismes, on les transmet aussi à nos enfants. Et puis, je veux dire, les gens pensent que quand on a été victime de viol, c'est sur le moment, l'instant T. C'est-à-dire que le violeur, lui, oui, il va violer à l'instant T et ensuite il va faire sa vie. Quand on est victime de viol, c'est toute une vie. C'est-à-dire qu'on reste des survivantes à vie. Et donc, être victime de viol, c'est avoir des moments où c'est vivre dans la survie H24. Donc, c'est-à-dire que le corps, le cerveau, lui, reste dans la survie tout le temps. Donc, pendant qu'il est dans la survie, il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire. La concentration devient difficile. Quand on est victime de viol, quand on est enfant, l'apprentissage scolaire est compliqué. Désolée. Et c'est aussi au quotidien. Donc, les relations avec les autres sont compliquées. Les relations avec son corps sont compliquées. Donc, c'est vraiment... on passe toute la vie à essayer de réparer un acte ou des actes qu'une personne a décidé de commettre. Ça veut dire qu'on n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'une chair, on n'est pas un objet. Et donc, ces hommes viennent, violent les femmes et les enfants comme des objets qu'ils détestent, dont ils ont une haine profonde, et ensuite font leur vie. Et ensuite, ces personnes-là passent leur vie à se construire, à essayer de réparer ce que ces personnes ont fait. Et au quotidien, c'est épuisant.
c'est des dépressions, c'est de l'anxiété, c'est des moments où on a un rapport avec notre corps qui est total, où il y a des moments où il y a une dissociation entre notre esprit et notre corps parce que c'est compliqué. Enfin, c'est vraiment, on pourra parler pendant super longtemps parce qu'il y a plein d'impacts qui durent toute la vie. Et socialement aussi des conséquences avec l'exclusion, l'éviction sociale de groupes, de familles, de communautés. En fait, il y a des moments où tu n'as pas envie de sortir. Les rapports aux autres sont compliqués. Tenir des discussions, c'est compliqué. Il y a des moments où tu as envie de t'isoler. Et puis, c'est à partir du moment où tu as été victime de viol, tu n'es plus la même personne qu'avant. Et tu passes ta vie à toi-même déjà te déculpabiliser parce que la personne, quand elle te viole, elle te dit mais c'est de ta faute, même quand il s'agit d'enfants, parce qu'on n'arrête pas de dire oui, pour les femmes, on dit qu'elles sont ci, qu'elles sont ça, mais il faut savoir que même les enfants, quand ils sont victimes de viol, le violeur va dire à l'enfant c'est de ta faute, tu m'as aguiché, tu m'as allumé, etc. Et donc ensuite, c'est prendre du temps de dire, en fait, non, je ne suis pas responsable et je tiens à le dire à toutes les personnes qui nous entendent et à tous les enfants qui nous entendent à côté de leurs parents, peut-être qui écoutent la radio, ce n'est pas de ta faute. Et ensuite, à se dire, et en fait, au fur et à mesure du temps que tu passes ta vie, tu fais le décompte des dégâts que ces personnes ont fait dans ta vie. Et ça, c'est une violence en plus parce que tu te dis, mais en fait, toute ma vie, je ne serai pas normale à cause de ces personnes. Puis, quand un enfant brise le silence, quand une femme brise le silence, on peut aussi l'accuser de briser l'équilibre de la famille, du groupe, de la communauté. Donc, il y a vraiment encore cette double peine qui vient. C'est ça. C'est-à-dire que si je parle, déjà, est-ce qu'on va me croire ? Et puis ensuite, telle personne, c'est mon père, mon oncle, l'ami de ma mère, je ne sais pas qui, va aller en prison. Ça va être de ma faute. Et puis souvent, on ne croit pas. Donc, les femmes et les enfants, souvent, quand ils parlent, personne ne les croit. Et des conséquences économiques aussi très importantes, puisqu'évidemment, les soins psychologiques, ce n'est toujours pas gratuit en France. Anne-Cécile, il y a une étude de la Fondation des femmes qui a montré qu'une plainte, le processus de plainte, jusqu'au procès, pouvait coûter en moyenne 10 600 €. Alors qu'on pensait que les femmes portaient plainte pour gagner de l'argent comme aux États-Unis. Oui, non, clairement, les conséquences sont à plusieurs niveaux et Jessica l'a vraiment très bien expliqué. Et ça peut amener effectivement des femmes à perdre leur emploi. Ça peut amener les femmes femmes et quelques hommes d'ailleurs aussi, puisque les enfants, il y a aussi des garçons qui sont violés, à avoir une vie professionnelle extrêmement chaotique, la consommation aussi de substances, d'alcool ou de drogue, qui peut les amener aussi à avoir du coup une vie sociale et professionnelle quasiment impossible. Et en plus, un viol, ça coûte cher, parce que même si aujourd'hui, et grâce au combat aussi des associations, il y a le viol, il peut y avoir des aides financières vis-à-vis des avocats, etc. En fait, ça reste extrêmement coûteux parce que il y a des analyses à faire, des expertises à faire. Par exemple, l'analyse pour détecter dans les cheveux la présence c'est le combat de Caroline Darian et de son association M'endors pas, Caroline Darian qui est la fille de Gisèle et Dominique Pellicot. Son combat, c'est en fait les tests pour voir si on a été drogué ou pas dans les cheveux, ça coûte plus de 1 000 €. Et en fait, elles ne sont pas forcément remboursées. Il faut déjà avoir porté plainte, etc. Enfin, c'est compliqué. Donc, et ça, c'est des choses à produire. Et quand tu les produis dans ta plainte, tu as beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Et ensuite, il y a toutes les conséquences psychotraumatiques qui font qu'il faut aussi voir des psys, il faut aussi voir tout ça. Donc, en fait, au total, effectivement, on a fait une moyenne. Donc, c'est un peu plus de 10 000 €. Et si je dis ça, c'est pas pour décourager des personnes de s'engager dans un processus judiciaire, c'est au contraire pour signer, pour dire il faut y aller, il faut continuer à y aller. Il y a plus de 280% de plaintes en plus depuis MeToo, donc c'est un truc incroyable. On l'a pas dit tout à l'heure dans les succès énormes de MeToo. Il y a bien sûr le fait que les femmes, elles ont beaucoup moins d'appréhension à l'idée d'aller porter plainte, mais du coup, il faut que l'institution judiciaire, elle se pose les bonnes questions parce que c'est pas normal qu'on fasse payer les victimes. Et très rapidement, les avancées qu'on a pu avoir au niveau culturel, mais aussi au niveau des lois, depuis les années 70, avec les procès historiques, notamment menés par Gisèle Halimi, quelles sont-elles en fait ? Alors, il y a eu, grâce à Gisèle Halimi, entre autres, et aux féministes de ce moment-là, il y a eu la reconnaissance du viol comme un crime, c'est-à-dire qu'avant, en réalité, c'était déjà un peu un crime, mais disons que c'était pas jugé en cour d'assises. Il fallait qu'elle ait été
tuer après le viol pour que ce soit jugé en cour d'assises. La cour d'assises, c'est la haute juridiction. Une bonne victime est une victime morte qui s'est défendue comme elle a pu. Plutôt jugée en correctionnel ou d'autres qui sont des plus petits procès. Donc ça, c'est grâce à Gisèle Halimi, bien sûr. Et puis aussi la définition du viol en 1980, et ça c'est aussi grâce à des combats, entre autres de Gisèle Halimi, une définition qui est peut-être pas tout à fait compréhensible pour tout le monde de premier abord, mais qui oriente le juge. Et la définition, elle ne parle que des actes de l'accusé, du mis en cause. Qu'est-ce qu'il a fait? Et cette définition du viol, c'est aussi une conquête féministe. Parce que cette définition, elle dit l'agresseur a une stratégie. Et il faut regarder ce qu'il a fait. Il ne faut pas juste regarder le moment où il est en train de pénétrer la personne. Il faut regarder qu'est-ce qu'il a mis en place pour pouvoir mener à bout son projet. Donc c'est pour ça que la définition du viol parle de contrainte, menace, violence, surprise, qui sont des choses qu'il a fait lui. Et du coup, ça oriente. Ça, c'est des choses très importantes. Il y a eu aussi la reconnaissance du viol conjugal. C'est pas que c'était pas vraiment dans les textes avant, c'est juste que ça n'avait jamais été reconnu. L'interprétation des juges, ils n'avaient jamais utilisé la loi sur le viol, qui parle juste de pénétration, donc ça peut être les maris. Mais du coup, là, tout d'un coup, ils le reconnaissent. Ça, c'est début des années 90. Et dans les très grandes avancées qu'on a aussi, évidemment, c'est 2018, la loi Billon qui dit les enfants ne peuvent pas consentir, dans le sens où arrêter de venir nous embêter dans les tribunaux avec cette idée de consentement, et en particulier quand on parle des enfants. Donc ça, c'est des grandes avancées qui permettent de dire arrêter de culpabiliser les femmes, de comprendre la relation, de comprendre la domination des hommes dans le viol. Ça, c'est des grandes avancées, mais il reste beaucoup de choses à faire parce que l'institution judiciaire, malheureusement, elle claque la porte au nez des femmes. 94% des plaintes aujourd'hui sont classées sans suite. Autant dire que vous allez porter plainte, vous n'avez que 6% de chances qu'il y ait vraiment une vraie enquête, des vraies poursuites et que peut-être un jour ça aille au tribunal. C'est pas sûr qu'il soit condamné, mais ça veut dire que pour 94% des plaintes, ça va à la poubelle. Et ça, pour nous, à la Fondation des femmes, c'est absolument insupportable parce que ça veut dire que la justice fait un peu le jeu du patriarcat en disant « cause toujours, madame ». Ah oui, on libère la parole, mais cause toujours. On va s'organiser collectivement et socialement et judiciairement pour en fait ne pas faire cas de cette demande de justice des femmes. Puis on l'a vu dans les années 2010, il y a eu différents hashtags, paye ta police, paye ta plainte. En 2021, on est plusieurs activistes, dont Rose à mes côtés, à avoir porté le hashtag double peine sur la reconnaissance la bonne prise en charge des plaintes dans les commissariats en France, parce qu'en fait cette mauvaise gestion des choses constitue une réelle obstruction à la justice et donc à l'état de droit. Donc c'est très compliqué. Quels sont pour vous là, si vous aviez vraiment page blanche et toute marge de manœuvre, qu'est-ce que vous mettriez en place très rapidement ? Alors, nous, à la Fondation des femmes, on a 139 mesures qu'on a écrites avec plus de 45 associations. Donc, c'est un travail qui est très collectif, qui permet de voir, par exemple, arrêter d'enquêter sur le passé sexuel des victimes, en fait. Peu importe qu'elle ait eu 18 amants, 5 ou 152, on s'en fiche, ou de leurs pratiques sexuelles, ou est-ce qu'elles sont bisexuelles, ou est-ce qu'elles sont... En fait, on s'en fiche, ça ne veut rien dire du viol, parce qu'en fait, le viol, il faut regarder le violeur, point barre. Qu'on soit prostituée ou bonne sœur, peu importe, regardons ce qu'a fait le violeur, et c'est là qu'on voit les preuves du viol, c'est en regardant le violeur. Donc, par exemple, ça, le fait... On se rappelle les premières affaires très médiatisées de viol en France, avec ces deux autostoppeuses allemands. Il y en avait une qui était allemande ou belge, qui était lesbienne. Oui. Et on disait, elles n'ont pas pu être violées, enfin, mais qu'est-ce que vous racontez ? Et ça a été une affaire absolument fondatrice, portée par Gisèle Halimi. Elles sont lesbiennes, c'est quand même une idée complètement folle. Mais bon, donc par exemple, ça, entre autres choses, il y a, par exemple, rendre les enquêtes policières obligatoires, systématiques. Parce qu'il y a 94% de classement sans suite, mais là, ils disent, on n'a pas d'éléments. Mais en fait, la plupart du temps, ils n'enquêtent même pas. Parce qu'il y a 300% de plaintes en plus. C'est-à-dire qu'en fait, un policier qui hier, avant MeToo, avait une plainte sur son bureau, aujourd'hui, il en a 300. D'accord ? Donc en fait, si tu veux, c'est un truc de fou, l'augmentation des plaintes. Enfin, il n'y en a pas 300, pardon, il y en a 3 fois plus. On rappelle par rapport à ces enquêtes que dans le cas de Gisèle Pellicot, s'il n'y avait pas eu ce policier qui, pour le coup, a fait du zèle après une plainte pour agression sexuelle où Dominique Pellicot avait filmé sous les jupes de femmes dans une épicerie, si ce policier ne s'était pas dit, tiens, ce gars est bizarre, je vais un peu plus investiguer sur lui, et au hasard aller fouiller son ordi, ce qui est quand même un zèle énorme, on n'aurait jamais découvert. C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis du zèle.
En fait, ça devrait être absolument normal. Ça devrait être un process normal. Mais c'est vrai que ça nous paraît génial. Et du coup, on dit, waouh, il a fait du zèle, et trop bien. Mais c'est pas 300 plaintes en plus, parce que je me suis trompée dans les pourcentages. Pardon, il faut que je révise mes maths. Mais en tout cas, tu as 3 fois plus de plaintes. Donc, en fait, ils peuvent pas. Mais ils peuvent pas, concrètement, si la justice reste telle qu'elle est, et que c'est juste les femmes qui changent en portant plus plainte, la justice, elle ne peut pas y répondre. C'est absolument impossible. Les prisons, elles sont déjà à 126% de taux de surpopulation en prison. C'est plus 126% en moyenne. Enfin, 126% pardon, de surpopulation en prison. Donc, c'est impossible, en fait. On ne peut pas, avec le système actuel, rendre justice aux femmes. Ça n'est pas vrai. Donc, il faut dire les choses. Et du coup, il faut trouver des solutions. 139 propositions, c'est ce qu'on a avec toutes ces associations. On veut une loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes. On veut qu'il y ait des changements à tous les niveaux, y compris dans la culture du viol, parce qu'on aimerait bien qu'un jour, il y ait quand même un peu moins de viols. C'est très cool. Pas juste punir les violeurs, voilà. Mais il faut quand même aussi se poser vraiment la question de savoir comment on prévient. On ne peut pas être juste dans une visée répressive. Donc, au niveau associatif, des propositions très concrètes au monde politique. On espère qu'ils nous écoutent. Rose, je me tourne vers toi. Toi, donc, tu fais de la vulgarisation sur les réseaux sociaux avec vraiment cette volonté en plus d'accessibilité. Concrètement, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent pour lutter au quotidien contre la culture du viol, peut-être dans leur entourage, en expliquant ou en observant un peu les comportements ? Oui, continuer le détricotage des idées misogynes, de la culture du viol, commenter beaucoup, offrir du contre-discours au discours dominant, le faire de manière... le faire sans relâche, sans se décourager, essayer de trouver l'énergie de ne pas se décourager. Peut-être faire attention aux postures de désertion, de dire je vais quitter les réseaux sociaux, c'est trop dur. Alors j'entends qu'on le fasse, par exemple pour parler de Twitter, c'est totalement compréhensible qu'on le fasse, mais essayer de réfléchir à une manière peut-être de mieux nous organiser pour pas perdre ces espaces ces espaces-là, parce que évidemment on va pas changer la personne misogyne, masculiniste, fasciste de Twitter avec 4 échanges, c'est pas ça que je dis, c'est pas parce qu'il va voir mon tweet qu'il va se dire ah ouais j'ai tout compris, mais on offre du contre-discours aux gens qui assistent à ça silencieusement, et il faut pas sous-estimer l'influence des réseaux sociaux sur les gens qui ne parlent pas, et si on laisse qu'un discours dominant, mais le curseur va aller dans leur sens en fait, et nous si on continue à lutter sur le fond, sur le discours, sur les mots, je pense que ça fait une différence. Jessica, comment agir au quotidien pour toi ? Tu le fais avec ta page Embrase le monde. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent ? Moi, j'aime bien parler et mettre le doigt sur la présomption de véracité. C'est-à-dire que ça serait bien qu'on parte du principe que quand une personne dénonce des violences qu'elle a vécues, qu'on lui dise « Ok, par la présomption de véracité, je te crois. » Et ensuite, s'il y a des preuves, des éléments qu'on voit qu'elle ment, ok, elle ment, c'est une menteuse. Mais il y aura très peu de menteuses. Parce qu'en fait, à chaque fois, on va tout de suite avoir la présomption d'innocence. On va fonctionner comme ça, présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Moi, j'aimerais bien qu'on fonctionne autrement, présomption de véracité jusqu'à preuve du contraire. Et puis au quotidien, de reprendre, écouter les gens avec qui vous êtes au quotidien, devant l'école, au travail, quand vous achetez votre pain, dans les repas de famille, entre amis, et de vraiment ces petits trucs, cette petite blague, ne rien laisser passer. Le moindre petit truc, ne rien laisser passer. Et on peut évidemment continuer à parler et à rire sans dire n'importe quoi. C'est possible. On peut continuer à vivre même si on ne peut plus rien dire. Merci Exactement. beaucoup, Jessica. Tunnel, le bruit et l'humeur. Avec Anna Toumazov. Et c'est la fin de ce tunnel. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à le diffuser car je pense vraiment que grâce aux propos brillants de mes 3 invités, il peut être d'utilité publique pour comprendre un peu la culture du viol et peut-être y trouver quelques armes pour mieux la combattre car c'est nécessaire. Pensez aux femmes, pensez aux enfants, pensez d'ailleurs aux hommes qui peuvent en être victimes et qui portent encore moins plainte à cause de la masculinité toxique, mais ça c'est encore un autre sujet que nous avons déjà traité et que nous retraiterons pour sûr dans Tunnel. Il est l'heure de dire au revoir à mes invités et de leur demander où est-ce qu'on peut les suivre et où est-ce qu'on peut les retrouver
prochainement, que ce soit sur scène, que ce soit dans les librairies, que ce soit sur les réseaux sociaux. Anne-Cécile Maillefer, je t'écoute. Le 27 novembre, évidemment, à l'Adidas Arena pour le concert Nos Voix pour Toutes. Tous les fonds sont reversés, tous les bénéfices sont reversés aux associations qui œuvrent contre les violences faites aux femmes et particulièrement contre la violence sexuelle. Donc n'hésitez pas à venir, à acheter vos places, à écouter ces chansons magnifiques et ces artistes très engagés. En plus, on va rire, on va danser, on va chanter à tue-tête. Ça va être une soirée géniale. Donc une soirée pour s'engager le 27 novembre. Concrètement en finançant la lutte contre les violences faites aux femmes. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Je sais que c'est sur ton les truc. réseaux Instagram, moi j'ai un tout petit peu quitté Twitter depuis la rentrée, je l'avoue. Mais sinon, vous me retrouverez aussi sur France Inter tous les vendredis matins à 7h20 et sur les réseaux sur Instagram, Fondation des Femmes, évidemment, fondationdesfemmes.org aussi. Et avec plaisir pour continuer à échanger dans ces cadres-là. Merci beaucoup Anne-Cécile et bonne chance pour demain matin sur Inter. Rose, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien moi je suis quotidiennement sur Préparez-vous pour la bagarre, ma page Instagram. Je suis aussi sur Twitter. J'ai une newsletter aussi à laquelle vous pouvez vous inscrire. Mes livres sont toujours dispo et d'ailleurs mon père de famille vient de sortir en poche. Félicitations. Encore moins cher et très accessible. Et on peut le faire dépasser d'une poche en plus dans le métro pour susciter le débat. En plus il est très beau je trouve, vous me direz. Et moi j'écris le prochain aussi donc je peux pas encore donner de rendez-vous mais c'est en cours. Mais on a hâte de te lire. Merci beaucoup Rose pour ta venue. Et enfin Jessica Su, je me tourne vers toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, on peut me retrouver avec Embrasse le Monde, donc sur Insta Embrasse le Monde. J'ai aussi mon compte personnel Jessica Sus dans lequel je parle beaucoup plus de ma parentalité, etc. Et comment éduquer nos enfants sans tout ça. Et puis en fait avec Léna, on va faire l'annonce ce soir, donc ça tombe bien. On fait une soirée dans les locaux de Empower et Sister sur la colère. Donc c'est une soirée en non-mixité. Donc les mexistes, vous ne serez pas les bienvenus. Mais par contre, toutes les autres personnes peuvent venir et ça va être vraiment trop chouette. Voilà. Donc vous pouvez aller les rejoindre dès maintenant. Jessica s'y précipite pour faire la fête. Oui. En toute safety. Et on aura des invités super qui vont venir parler. Je ne vous dis rien du tout, mais ça va être vraiment trop, trop bien. Eh bien, faites ça bien. Merci d'être venu quand même aujourd'hui avec nous pour ce qui nous concerne, vous qui écoutez. Et moi, on se retrouve la semaine prochaine, 19h, 21h sur Move. D'ici là, comme d'habitude, vous pouvez écouter en replay, notamment sur le site et l'application Radio France. Et je vous laisse à jeudi prochain